Nous sommes donc à pied d'œuvre, c'est le cas de le dire, pour construire un cours sur l'architecture qui est l'avant-dernier volet du cours sur l'esthétique. Le suivant, c'est la littérature. L'architecture, comme la musique, comme la peinture, comme la sculpture, répond à cette loi fondamentale que nous avons utilisée comme paramètre absolu, que l'art est une confidence de l'inconscient au conscient ou de l'inconnu au connu. Et cet inconnu, c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe qui, c'est au contraire l'inconnu majeur, celui qui est vous au plus vrai de votre être, et non pas de vos conditionnements et de votre nature. L'art est simplement le reflet de cette mystérieuse présence qui me renvoie ces rythmes, et Dieu sait si en architecture la loi se vérifiera, puisque le plus grand architecte de notre époque, Le Corbusier, utilisait les rythmes du corps humain qu'il dessinait d'abord dans les fondements d'un immeuble, en montrant les proportions de la main, du bras, du corps, pour les reporter sur son immeuble. Et pourquoi? Eh bien parce que le corps est régi par des rythmes, des proportions qui lui sont données, régulées par cette mystérieuse présence, qu'on appellera l'âme, qu'on appellera le che, qu'on appellera, ce serait très beau, le Saint Palais, comme disent les Chinois, puisqu'on parle d'architecture. Mais avant d'en arriver là, je dois régler un problème urgent. C'est que cette mystérieuse présence à laquelle nous nous référons, quand nous avons établi la vérité, la bonté ou la méchanceté d'un acte, le bon et le mal, le bien et le mal, le beau et le laid, nous nous sommes référés à cette mystérieuse transcendance en nous que n'ont pas les animaux. Eh bien, figurez-vous, et c'est tout récent, je l'ai appris il y a 2 semaines, qu'il y a une sorte de vague déferlante qui nous arrive d'Amérique, qui montre, je ne dirais pas qu'elle démontre, parce qu'on ne peut pas démontrer une chose fausse. Retenez bien ça, on ne peut pas démontrer une chose fausse, puisque par la définition, elle n'existe pas, elle est fausse. Mais qui montre, avec des aphorismes, des affirmations pseudo-scientifiques, que cette réalité n'existe pas. Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de je, il n'y a pas de conscience au sens où nous l'entendons qui nous distinguerait des animaux. Au contraire, c'est une chose tout à fait nouvelle, ça on ne l'avait jamais fait. Non seulement on ne réduit pas l'homme à un animal, mais on élève l'animal au niveau de l'homme. C'est-à-dire on dit, mais alors, les animaux ont aussi cette fameuse conscience qui nous distinguerait d'eux. Et l'exemple qu'on donne d'habitude, c'est le fait qu'un crabe ou un animal primitif, lorsqu'il pince les membres d'un ennemi, il sait très bien que ce n'est pas les siennes qu'il pince. Il ne se porte pas à lui-même ce préjudice. Donc il a conscience d'être lui. Sinon, évidemment, il confondrait les pinces préhensibles de l'ennemi avec les siennes. Il les prendrait comme objet d'attaque. Enfin, c'est un argument. Alors, je vais vous donner lecture de quelques points forts de cette nouvelle littérature qui est surtout symbolisée par le chef de file qui est un Américain du nom de Daniel C. Dennett, qui est un... Je vais vous dire tout ce qu'il est. Il est le directeur du Centre pour la connaissance des études, je ne peux pas traduire, de l'Université de Boston, des études de la conscience, qui est un savant, un philosophe, un des meilleurs spécialistes du cerveau, de l'intelligence artificielle et des phénomènes de conscience. Par rapport à ça, moi, qui suis-je? Alors, l'an passé, il a été l'invité des 2e rencontres philosophiques internationales organisées par l'UNESCO à Paris. Je n'ai pas été, moi. Rencontres qui viennent de donner lieu à la publication d'un des passionnants ouvrages de la collection découverte de chez Gallimard, Qui sommes-nous?
pourquoi je me compare? Parce que je vais justement m'opposer à lui. Et je ne veux pas tricher, je vous dis. Du point de vue humain, du point de vue de la notoriété, c'est le zéro et l'infini. Lui est reconnu mondialement parce que ses livres, quand je vous dis une déferlante, ils vont faire le tour de la planète. Ils l'ont déjà fait un peu, mais ils ne sont encore pas tout traduits en français. Vous en entendrez parler, certainement, dans quelques années qui viennent. C'est un peu le même phénomène qu'avec Jacques Monod. Peut-être vous étiez un peu jeune, mais après la guerre, il y a eu alors vraiment un engouement, mais vous ne pouvez pas vous imaginer, le type était dans tous les médias de télévision naissante, de la radio, des journaux, Jacques Monod, qui venait d'écrire un livre, Le hasard et la nécessité, titre emprunté à un philosophe grec, et qui faisait un peu la même démarche en disant la science peut tout expliquer, il n'y a plus besoin maintenant de faire appel à une intention intelligente dans la nature, ce qui lui avait valu le prix Nobel. Maintenant, ça fait un peu rigoler parce que ça va très vite, hein, les modes. Mais ce que dit ce professeur me semble quand même intéressant et à prendre en considération. Alors, je ne peux pas faire l'économie de le traiter par-dessous la jambe en disant il a tort et nous avons raison. En philosophie, ça ne va pas. On est obligé de répondre aux objections, comme on disait au Moyen-Âge. Quand les philosophes faisaient leur œuvre philosophique ou théologique, ils commençaient par une série d'objections. Ad primum dicendum est, ou bien première objection. Avant même d'exposer le problème, on prenait les opinions contraires. Puis ensuite, on y répondait. Et c'est souvent dans la réfutation, dans la réponse à chacune de ces objections que se trouvait disons, la plus grande saveur philosophique, la plus grande démonstration philosophique, pas tellement dans le corps de l'article lui-même. C'est ce qu'on va faire. Je vais d'abord vous lire quelque chose, et puis ensuite je répondrai. Alors, dans cet article qui est apparu dans une revue de grande diffusion, on me l'a passé, je m'aperçois que vous l'avez peut-être connu, parce qu'on m'a alerté sur le phénomène. Voici ce qui est dit. Je prends la première assertion. L'intervieweur, le journaliste, lui pose la question. Dans votre dernier livre paru en français, il y en a un qui est traduit en français, vous n'y allez pas de main morte, vous prétendez que la conscience peut être expliquée. Rappelez-vous, nous avons dit conscience, c'est le fait que je connais, et que ce retour sur ma connaissance était quelque chose de spirituel, d'inamovible, d'éternel, puisque c'est du monde spirituel. Il répond, donc, vous prétendez que c'est expliqué, ça ne vous fait plus de problème. Il répond, oui. C'est simple, hein? Il n'y a pas besoin de démontrer, on dit oui. Parce qu'il n'y a aucune raison de penser qu'il y ait quoi que ce soit d'immatériel en nous. Spirituel. On s'est mis cette idée dans la tête. Une âme, un être immatériel ou quoi que ce soit de ce genre est impossible. Le dualisme de Descartes disait le corps et l'esprit, c'est-à-dire l'idée qu'il y aurait d'un côté un corps matériel et de l'autre une âme immatérielle, est aujourd'hui une idée aussi obsolète que l'astrologie ou l'alchimie moyenâgeuse. Obsolète veut dire dépassé, vieux. Une autre interrogation, le journaliste lui dit « Ne sommes-nous que des robots, des combinaisons de phénomènes électrochimiques ?» À partir des structures matérielles de plus en plus complexes, à travers des millénaires, est apparue cette sorte de machine électronique, de robot. Il répond, mais oui. En ce sens, nous sommes tous des robots. De génie peut-être, mais des robots quand même. Car il y en a de différentes sortes. Il y a le robot chat et le robot dauphin, très différent du robot homme. Le robot escargot et langouste aussi, très différent, entendons-nous. Il l'entend du reste de cette manière. C'est une question de degré, ce n'est pas une question de dimension nouvelle. Nous avons établi qu'il y avait dans l'animal une connaissance à 2 dimensions et chez l'homme à 3 dimensions, parce qu'il connaît, ce qu'on appelle la conscience. Mais pour lui, ça n'a aucun sens. Alors on lui pose la question. Nous ne serions donc que des langoustes un peu plus évolués. Notre cerveau n'est pas très différent de celui des chimpanzés ou des dauphins.
La principale différence entre nous et les langoustes, c'est qu'elles sont incapables de vous raconter des histoires. Nous, on peut parler, mais eux, ils font autre chose. Je continue. Voulez-vous dire que parler est un acte aussi stupide que pour l'escargot exsuder sa coquille de calcium? C'est-à-dire, c'est une autre expression, mais pour l'escargot, c'est de faire une coquille. Oui, il dit. Moi, j'aime beaucoup ces réponses parce qu'au moins, elles sont claires. Il n'y va pas par quatre chemins. C'est oui, c'est non. C'est tout aussi simple, stupide, de penser que chacun de nous sent bien qu'une partie de lui-même sait cela. Donc, il y a en vous quelque chose qui sait que ce que vous faites n'est pas plus intelligent que l'escargot. La meilleure preuve, c'est que la plupart d'entre nous n'ont aucune idée de comment ils font pour parler. Continue. Mais la plus belle question, c'est la suivante, c'est la dernière. Plus besoin d'un Dieu quelconque? Non. Quel besoin aurions-nous d'un Dieu ou de valeurs transcendantes? Rappelez-vous notre cours, le bien, le mal, l'axiologie, qui nous serait dicté par quelques tables de commandement. Les valeurs, les règles morales, écoutez bien, que nous nous donnons ont-elles moins de valeur, sont-elles moins légitimes parce qu'elles ne sont pas d'origine divine, qu'elles n'émanent et ne dépendent que de nous? Mais non, elles n'ont pas moins de valeur. C'est à nous de les créer, et c'est tant mieux, c'est plus démocratique. Alors, monsieur Dennett, je voudrais m'adresser à vous maintenant parce que il n'y a qu'une manière de répondre, c'est par l'argument ad hominem. Je pourrais lui dire, vous avez tout faux, nous avons tout juste, et refaire ma démonstration. Ça ne va pas beaucoup le toucher. Mais par contre, j'aimerais lui montrer, je ne sais pas si je le rencontrerai un jour, il y a peu de chance, qu'il se contredit lui-même. Ce n'est pas grave s'il me contredit. Qui suis-je, moi? Qui suis ce grain invisible dans l'univers pensant d'aujourd'hui, ce dimanche matin ensoleillé, avec de fidèles auditeurs? Enfin, qu'est-ce qu'on représente? Mais strictement rien. Lui représente tout, puisque de fait, il sera édité dans les meilleures éditions du monde entier, dans 48 langues. Ça ne m'impressionne pas du tout. Ce n'est pas moi qui le contredis, c'est lui. Est-ce qu'il le verra un jour? Alors j'aimerais lui dire ceci. Si ce que vous dites procède d'une machine électronique qu'on appelle le cerveau, issue de l'évolution, si ma machine électronique, qui est la mienne, dit le contraire de la vôtre, comment pouvez-vous déterminer que c'est la vôtre qui a raison et pas la mienne? C'est absolument relatif. Alors, soyez logique. Rien, il faudrait sortir des deux systèmes, le mien et le vôtre, pour les comparer à une certaine vérité. Mais puisque vous dites qu'elle n'existe pas. Alors, votre machine électronique sort ce résultat, je suis une machine électronique. La mienne, c'est aussi une machine électronique. Elle sort le résultat inverse. Si vous étiez logique avec vous-même, vous diriez que la vôtre n'a pas plus de valeur que la mienne. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Alors, vous seriez très égocentrique et puis très orgueilleux. Enfin, pour vous, l'orgueil, ce serait seulement être attaché à sa propre définition. Alors, vous l'êtes autant que moi, je le suis autant que les autres. Il n'y a plus de vérité. Or, si vous vous en souvenez, lorsque nous avons établi les 4 expressions de cette mystérieuse présence en nous, il y avait le vrai, le bon, l'un et le beau. Alors, le vrai n'existe plus. Quand vous dites oui, on vous pose une question, et quand vous dites non, on pourrait dire quelle curieuse machine vous avez, parce qu'elle sort un résultat complètement aléatoire, mais pourquoi vous dites non? Votre machine est mal réglée, puisqu'en fait, elle dit le contraire de ce que les 3/4 des autres ordinateurs humains disent, parce que les 3/4, même un peu plus, dans l'histoire universelle et contemporaine, se réfèrent à cette mystérieuse présence. C'est peut-être pour ça qu'il aura du succès, parce que c'est nouveau, parce que ça nous prend un petit peu, c'est excitant, ça nous prend un rebrousse-poil. Mais si vous interrogez les gens,
sans parler d'âme au sens traditionnel, sans parler de notions très métaphysiques, qu'il y ait une réalité, et peut-être même, il ne pense pas qu'elle survivra à la mort. Il paraît que là, il y a 60 à 70% de oui, de croyance, mais qu'il y ait une réalité spirituelle en nous, le jeu, le Saint Palais, dont on parlait tout à l'heure, l'immobile milieu, dans toutes les cultures. Alors, s'il était logique avec lui-même, il pourrait s'interroger et dire, mais pourquoi mon ordinateur ne donne pas le même résultat que la grande majorité des autres? Quel est le critère? Alors s'il dit, c'est le mien, je dis, mais vous êtes complètement cinglé, il n'y a plus de vérité. Vous la formez sur quoi, votre certitude? Sur le fait que votre ordinateur donne ça, mais il est peut-être mal agencé. Même chose, et surtout, alors c'est beaucoup plus grave, sur le problème des valeurs. C'est là où Sartre est quand même supérieur. D'abord, Sartre est un philosophe, ça ce n'est pas un philosophe. C'est un scientifique qui se met de philosophie. Et je ne supporte pas ce genre d'intrusion dans ce moulin ouvert à tout vent qu'on appelle la philosophie. Non, ça n'est pas un moulin ouvert à tout vent. Déjà, Jacques Monod avait fait ça. C'est un éminent biologiste, il était un directeur de l'Institut Pasteur à Paris. Mais de quel droit s'arroge-t-il le droit, la possibilité d'écrire un livre qui s'inspire de la philosophie, le hasard de la nécessité, inspiré d'Héraclite, et ensuite de proposer une lecture proprement philosophique, éminent biologiste par ailleurs? Vous pouvez être le plus grand spécialiste du cerveau et dire les pires imbécilités philosophiques, comme moi, je dirais les pires imbécilités biologiques, si je me mêlais de problèmes spécifiques à cette science. Or, quand il dit « c'est nous qui inventons les valeurs », au moins Sartre avait compris que ce n'était pas possible. Il le dit à la fin de sa vie, je vous l'avais lu, revoyez la cassette sur l'axiologie. Il avait démontré, semble-t-il, la non-existence de Dieu, mais quand Simone de Beauvoir lui dit « mais est-ce qu'il n'y a pas encore des relents de l'existence de Dieu ?» Drôle comme expression. Il dit « oui, c'est le problème des valeurs. Je vois bien qu'il est mal de tuer un innocent, mais je ne peux pas établir pourquoi. Les animaux le font, on l'a fait pendant des millénaires, les plus faibles étaient dévorés par les plus forts. Et si je dis c'est nous qui inventons les valeurs, je dis alors quand les nazis inventaient la valeur naturelle de la loi du plus fort, qui avait fait ses preuves, il ne faut quand même pas trop la dénigrer. Pendant des millénaires, on a été les bénéficiaires. C'est parce que des pans entiers d'évolution ont été détruits par d'autres animaux. Il y a une sélection naturelle qui se fait par les carnivores, et pas les carnivores, les anthropophages, c'est-à-dire les gens qui se détruisent à l'intérieur d'une race, les plus faibles. Les lions, paraît-il, détruisent les lionceaux qui sont nés d'une femelle qu'ils veulent conquérir, mais d'un autre mâle. Ils les dévorent et les mangent. Personne ne proteste. La loi de la nature. Alors, ceux qui sont pour la loi du plus fort, et alors là, je ne crains pas de dire que c'est 85 ou 90% d'une manière ou de l'autre, qui est adepte de la loi du plus fort. Ce n'est pas toujours pour tuer, mais c'est peut-être pour tuer un adversaire commercial, ou tout simplement éliminer les faibles, les pauvres. C'est la loi, la jungle. Alors vraiment, Alors, ceux-là, ils ont au moins comme avantage d'avoir une référence naturelle, de dire, mais ça c'est toujours fait. Quand Hitler éliminait les enfants qui n'étaient pas très viables, des bouches inutiles, on les gazait, on les piquait, et puis on gardait les... Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que lui, au moins, il avait des références naturelles. Au nom de quoi vous dites qu'il avait tort, monsieur Dennett? Pourquoi votre axiologie, c'est-à-dire votre système de valeurs, serait supérieur? Il dit c'est à nous à l'inventer. Alors laissons faire. Nous, c'est qui? C'est la petite minorité de ceux qui sont pour le droit des faibles. Ils sont très peu nombreux, les adeptes du droit des faibles. Il y a quelques chrétiens, puis même pas tous les chrétiens. Il y a quelques bouddhistes, peut-être, mais ils ne sont pas très nombreux. Regardez en Yougoslavie, c'était la loi du plus fort. Et encore maintenant, on se dit, est-ce que le pape va en revenir vivant? Parce que c'est la jungle, et pourtant c'est en Europe. Alors,
ce monsieur Dennett se contredit lui-même, il n'a pas le droit de dire non. C'est ce qui m'a frappé dans cet article, c'est qu'il dit oui. Mais pourquoi vous dites oui? Réponse, c'est mon ordinateur qui me donne cette réponse. Je dis oui, mais le mien, il me donne une réponse contraire. Il n'y a rien à faire. Ou bien, vous reconnaissez qu'il y a une vérité transcendante, et justement le mot, il le nie. En niant la transcendance, il l'affirme. Ça n'a pas de sens, parce que lui est adepte de la transcendance. Quand il dit « il n'y a pas de transcendance », vous comprenez le mot transcendance, ça veut dire quelque chose qui dépasse le simple ordinateur que nous sommes, qui se réfère à quelque chose qui est non relatif, qui est un absolu. On l'avait appelé du reste absolu. Alors, quand vous dites non, vous vous référez à un absolu, vous dites c'est absolument non. Vous ne dites pas, il me semble peut-être, il faudrait envisager, je dirais, voilà qui serait du relatif. Mais vous ne dites pas ça. Et vous allez entraîner des millions d'hommes, on se demande pourquoi, ils vont marcher dans votre combine. Ça les libérera peut-être un temps des obligations morales, c'est vrai, ça donne un peu d'air frais, de se dire, ah oui, les lois morales finalement, on peut s'en émanciper, on peut les changer, je peux les refaire à mon gré. Alors on pourrait envisager qu'une nouvelle civilisation admette la pédophilie, pourquoi pas? Les animaux le font bien, pourquoi pas les hommes? Il faudrait savoir au nom de quoi vous condamnez la pédophilie. Tout le monde la condamne. Peut-être pas les pédophiles, puis encore il faudrait savoir. Je ne les ai pas confessés. Mais au nom de quoi? Alors là, on ne peut plus répondre au nom des valeurs qu'on a inventées. Mais je dis bien, inventez-en d'autres, étant donné que la plupart les pratiquent. C'est loi du plus fort. Je referme la parenthèse, mais j'étais obligé de régler son compte à cette théorie, parce que sinon, tout notre édifice esthétique, et pas seulement notre édifice esthétique, mais axiologie, le bien et le mal, et le vrai et le faux, les trois leçons que nous avons faites sur la vérité, n'ont plus de fondement. Fermons la parenthèse, l'architecture, comme le prochain cours, la littérature, se réfère à cette réalité mystérieuse qu'on appelle le jeu, du reste il récuse lui-même le mot le jeu, il dit il n'y a pas de jeu, c'est-à-dire il n'y a pas de personne qui est pas seulement le central, mais l'origine, le créateur de la connaissance, c'est-à-dire qui la mesure. Eh bien l'architecture, elle aussi, comme les autres arts, n'a de sens qu'en référence à cet absolu qui est en nous. Et ce qui la rend plus extraordinaire encore, c'est qu'elle a une double référence, ce que n'avaient pas les autres arts. La peinture, par exemple, elle se réfère, elle est un reflet de l'un, c'est-à-dire il y a la beauté plastique de la sculpture, de la peinture et de la musique, pour autant que j'en saisis l'unité. C'est-à-dire c'est un rapport harmonieux. Il ne peut pas y avoir de beauté dans une note. Si je vous donne un sol, il peut être une fausse note dans une symphonie et puis une merveille dans une autre. C'est le rapport. Donc c'est un rapport très, très, très fragile, parce que c'est très peu un rapport. Mais par rapport à l'un, si vous voulez, c'est une union par rapport à une unité. Ça, le jeu est une unité. C'est-à-dire qu'ici, c'est des unions, mais c'est déjà mieux que rien. Alors, nous avions vu qu'il y avait une autre approche mystérieuse de ce jeu. C'était le beau du vrai. Et on avait dit que la technique qui ne cherche à aucun moment de faire beau, qui n'a pas cette préoccupation d'esthétique, qui cherche à faire efficace, fonctionnel. Je prends toujours l'exemple du boîtier de montre, surtout les anciennes montres, encore que maintenant, si avec un microscope on pouvait voir les composants électroniques, les circuits imprimés, je pense que là aussi on bâillerait d'émerveillement devant cette miniaturisation, parce qu'on sent que c'est intelligent. C'est de l'intelligence matérialisée, si vous voulez.
Alors, ou bien prenez n'importe quoi de technique, on avait pris la locomotive abondamment, il n'en reste pas moins vrai que, c'est le cas de le dire, il y a une expression du beau, c'est-à-dire que cette réalité, sitôt qu'elle est vraiment fonctionnelle, elle n'est pas du premier coup, lorsqu'elle est vraiment l'expression d'une idée créatrice, devient belle. Mais c'est deux expressions esthétiques très différentes. Hein. Et puis il y avait même, je remonte en arrière parce que c'était le premier cours, une autre approche du beau, c'était l'être matériel exprimé par la quantité. Je reprends mon exemple. Essayez de faire le petit exercice suivant. Sur votre table, vous essayez à la hauteur de votre doigt d'imaginer une pyramide. Donc elle est grande comme ça, hein. Elle est là. C'est une pyramide, celle de Khéops, mais en miniature. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment, c'est même idiot, je ne sais pas, il y a quelque chose de ridicule. Je dis, elle est grande comme le doigt. Si elle est déjà de cette dimension, c'est déjà peut-être intéressant. Si elle est grande comme la pyramide du Louvre, ça devient déjà plus intéressant. Mais alors, quand elle est comme celle de Khéops, c'est vraiment impressionnant et il y a une certaine beauté. Faites la même chose avec le Cervin. Prenez un bout de caillou qui est exactement le Cervin. C'est ridicule. C'est vraiment ridicule comme une dent qu'on s'est arrachée ou n'importe quoi. En fait, ça n'a pas de sens. Mais quand on est devant cette espèce de majesté, en gloire matérielle, c'est soufflant. Bon. Alors, c'est ce qu'on avait appelé le beau de l'être matériel. Des expériences qui n'ont à voir ni les unes avec les autres, aucune. Un tableau n'est pas beau quand il est grand. Le vrai n'a rien à voir avec l'esthétique, c'est-à-dire on ne va quand même pas faire des ailes d'avion qui imitent celles des oiseaux parce que c'est plus joli. Avec ça, vous vous cassez la gueule. Il faut faire quelque chose qui est rentable et ce sera beau. Eh bien, figurez-vous, l'architecture, elle participe de ces trois esthétiques. C'est d'une richesse extraordinaire. Parce que, d'abord, on verra que c'est le beau du vrai. Il y a une hiérarchie. Ensuite, le beau de l'un. Il y a un côté artistique, harmonieux. Et puis, d'une certaine manière, parce qu'il s'agit de bâtiments, hein, il ne s'agit quand même pas de maisons de poupées, il y a cet élément qui peut jouer et qui joue dans certains cas. C'est-à-dire, la basilique de Saint-Pierre à Rome, c'est quand même un peu soufflant, hein, d'entrer là-dedans et de se dire que la cathédrale de Lausanne, elle y tiendrait tout entière. Et de regarder au plafond et puis de voir des pigeons, puis on vous dit, mais non, c'est des visiteurs. Bien sûr, ça ne suffit pas. On a vu avec la pyramide, ça ne suffit pas. Le meilleur critère, c'est de la mettre en miniature pour voir si ça tient le coup. Alors, il y a des bâtiments qui, en miniature, grands comme votre doigt, tiennent le coup, hein, parce qu'elles participent de cette vérité, ou surtout de celle-là. Si vous avez un petit Parthénon en or, mais miniature, il reste dans les mêmes proportions, hein, ce n'est pas négligeable. Il y a une autre raison pour laquelle l'architecture est un art extrêmement riche, extrêmement complexe. C'est qu'en plus, il est communautaire. C'est-à-dire, il est imposé à tout le monde. Si vous n'aimez pas la peinture de Picasso, ben n'en achetez pas. Et puis n'allez pas les regarder. Vous n'avez pas besoin d'aller au musée. Si vous n'aimez pas la musique de Bartók, ben n'allez pas au concert, ne prenez pas les disques. Mais je suis obligé d'accepter les monuments qu'on me fourre sous le nez dans une ville. Il y a un exemple à Lausanne, dont je parlerai, qui est une horreur. Je suis heureux parce que c'est l'erreur. C'est l'horreur et l'erreur monumentale, c'est le cas de dire, qui est la démonstration à l'envers. C'est-à-dire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Mais n'empêche qu'on me l'impose. Et moi, c'est une rue que j'essaye d'éviter de prendre uniquement pour ne pas le voir, parce que ça m'offense. Alors, il faut prendre en considération, hein, cet élément. C'est le seul art qui m'est imposé. Une fois qu'il y est, c'est pour 50 ans. Hein. Et puis, Alors, il vaut la peine quand même de faire un peu le tour du problème. Je me limiterai à ce qui est démontrable. C'est toujours fidèle à ma vocation philosophique. Je ne vous ferai pas état de mes états d'âme. Les vôtres sont aussi valables que les miens. Je ne vous dirai pas, je vous dirai ce que j'aime, ce que j'aime pas, mais je vous prie de bien croire que c'est purement subjectif. C'est relatif. Mais par contre, la philosophie peut établir certains faits qui constituent la réalité dans son essence.
c'est une réalité parmi d'autres. Je peux essayer de la connaître. Alors pour vous le montrer et pour vous faire une démonstration de ce qui est démontrable, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas démontrables. Les tableaux, j'ai essayé de montrer qu'il y avait des constantes, il y avait des règles qui sont des expressions plastiques, mais si quelqu'un ne les sent pas, il ne les sent pas, c'est pas grave. Partons d'abord de l'étymologie du mot. Architecture vient d'un mot grec, archaïn, qui a donné en français archi, que vous avez dans monarchie. Et ça veut dire soit le commencement, soit le commandement. Il y a deux expressions très proches. Le commencement, le premier si vous voulez, ou bien le commandement. Le premier d'habitude c'est celui qui commande. Vous l'avez dans monarchie qui veut dire le commandement d'un seul. Vous l'avez dans anarchie qui veut dire le commandement de personne. Parce qu'Anna, c'est pas Anna, c'est A. Et puis on est obligé de mettre un N pour faire la liaison avec l'autre A. Archaïne, sans commandement. Vous avez dans hiérarchie, le gouvernement sacré des prêtres. Vous l'avez dans beaucoup. Hein. Ou bien vous l'avez de archiduc, l'archiduchesse, duchesse. Ces chaussettes sont-elles sèches? C'est pour que ça reste en mémoire. Il y a beaucoup de mots, archiprêtre, ce mot archi a tellement frappé que pour finir, ça a fini par dire beaucoup. Quand on dit c'est archi faux, ce qui n'a pas de sens évidemment, puisque on a dévié la sémantique du mot, mais peu importe. Donc il y a le premier, et puis tectone, qui est le charpentier. Donc architecte et architecture vient de deux mots grecs qui veut dire le premier charpentier, le maître d'ouvrage, celui qui conduit. Le charpentier, évidemment, c'est celui qui couvre la maison, qui est quand même, disons, au sommet non seulement local, mais institutionnel de la construction. Je ne suis pas mécontent qu'en français, il y ait une fausse étymologie, c'est-à-dire qu'on pourrait penser que architecture vient du mot art et technique, ce qui n'est pas le cas. Ça vient de premier charpentier. Mais pourquoi pas? On le faisait au Moyen-Âge. On se contentait d'étymologie complètement bidon, on ne connaissait pas très bien les règles de l'étymologie, et alors, mais ça ne fait rien. C'est comme Claudel qui disait que connaître venait du mot deuxième naissance, naître de nouveau, ce qui n'a rien à voir, ça ne vient pas de là. Mais c'est pas mal quand même que connaître, c'est une naissance à quelque chose d'autre. Eh bien, je ne suis pas mécontent que le mot architecture en français évoque art, c'est-à-dire le numéro 2, et puis technique, le numéro 1. Quelle est la hiérarchie entre les deux? On parlera moins du 3, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une masse imposante, enfin une sorte, si elle est élégante, bien sûr. Mais il me semble que pour faire une masse extrêmement grande, il faut respecter certaines lois techniques qui feront qu'elle ne peut pas être grotesque. Encore qu'on pourrait imaginer des goetheanums comme à Bâle qui ne sont pas d'une esthétique très, très évidente. Ce que j'aimerais vous montrer justement, c'est que c'est d'abord une réalisation technique. C'est-à-dire que s'il y a une faute technique, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça ne marchera pas. Mais avant, une première considération. Vous pensez bien que l'architecture universelle, elle va osciller en ces deux pôles, entre art et technique. De temps en temps, elle sera très technique, c'est-à-dire presque exclusivement technique, au sens qu'on se dira, mais est-ce que c'est encore de l'architecture? Exemple, le centre Beaubourg à Paris, du moins quand il a été créé, maintenant on l'a admis, on l'a intégré. Mais quand on s'est trouvé devant cette espèce, disons, d'architecture tubulaire qui ressemble à une usine, ou je ne sais pas, une usine de retraitement du pétrole, enfin c'était quelque chose d'extrêmement technique,
il n'y avait, semble-t-il, aucune concession à l'esthétique. Les structures portantes sont extérieures, les escaliers, enfin, c'est le maximum dans cette ligne, mais il y a le contraire, où on a oscillé des fois dans l'autre, où on a alors donné la priorité à l'art du baroque, de la sculpture monumentale, et je vous en donnerai des exemples, très célèbres, ne serait-ce que la chapelle de Ronchamp, célébrée universellement, mais je vous montrerai que, avec le recul maintenant, on est moins asservi à l'architecture de Le Corbusier, on se rend compte que c'était un petit peu du toc, c'est-à-dire qu'il y avait un petit peu des procédés d'esthétique pure, c'était de la très belle sculpture monumentale. Je ne dis pas que ce n'est pas beau. Mais alors dans ce cas-là, vous ne pouvez pas condamner l'affreux monument que j'essaie d'éviter à la rue de la Harpe, qui est exclusivement, soi-disant, de l'art, c'est-à-dire des colonnes doriques, des éléments empruntés à peu près à tous les styles, une espèce de pièce montée, mais qui est une offense à l'intelligence, parce que non seulement ce n'est pas porteur, des colonnes qui ne portent rien, ça n'est pas possible de faire une colonne qui ne porte rien. Prenons un exemple. Vous entrez dans une cathédrale, vous êtes saisi, par le volume intérieur, comme pour la pyramide. C'est quand même quelque chose, hein, de voir une carrière de pierre à 30 mètres ou 40 mètres sur votre tête. Et puis il y a quand même quelque chose d'assez élégant, hein, pour aller la porter. 2, vous êtes saisi par la technique, on l'expliquera. Et puis, finalement, par les proportions, c'est-à-dire c'est quand même pas n'importe quoi. Il y a aussi là les sections d'or, les modules or. Mais si on vous disait, vous voyez cette colonne qui est là, donc c'est beau, hein, quand on entre, eh bien, elle ne porte rien. On vous dirait. Vous diriez, mais enfin, je ne vois pas, elle est en pierre de taille, elle est très bien. On dit, non, non, mais techniquement, elle ne porte rien. Ça vous gênerait quand même. Vous diriez, alors enlevez-la. On a l'impression que si on fait toc-toc, ça sonnera vide. On dirait, non, non, c'est plein, c'est des cailloux. Hein. C'est quand même gênant. Hein. Vous direz, oui, mais si je ne le sais pas, admettons, vous me le dites, bon, d'accord, mais il faut être un sacré technicien pour savoir, compte tenu des lois de la construction, que telle colonne ne porte rien. Eh bien, oui, ça existe, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études. Je vais vous montrer un exemple très célèbre, où il y a des colonnes qui ne portent rien. Et à l'époque, personne ne s'en était aperçu. Et pourtant, c'est une abomination. C'est une chose, mais d'un ridicule achevé. Et ça fait la couverture de tous les journaux, à l'époque. Parce que maintenant, quand même, rappelez-vous l'adage. Un homme peut se tromper tout le temps. Tout le monde peut se tromper un temps. Mais tout le monde ne peut pas se tromper tout le temps. Il y a quand même un juste retour des choses. Hein. Un homme peut se tromper tout le temps. Tout le monde peut se tromper un temps. Mais tout le monde ne peut pas se tromper tout le temps. Il y a une sorte d'infaillibilité des grands ensembles. Alors l'exemple que je vais vous montrer, que n'importe qui peut voir, elle est au plateau d'Assy, vous connaissez, en Haute-Savoie. C'est une église qui a été construite par Novarina après la guerre. C'était l'époque où les Français ont découvert ce qu'on savait déjà en Suisse, ma foi je suis obligé de le dire, que l'art sacré pouvait être moderne, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin de faire du néo-gothique, du néo-roman, qu'on pouvait faire des formes neuves. Là, évidemment, la chapelle de Ronchamp, qui est née des dommages de guerre payés par l'Allemagne à la Trouée de Belfort, parce qu'ils avaient tout dynamité pour se protéger de l'avance des Alliés qui remontaient de la Provence, a donné le ton, évidemment. Non, on s'est aperçu tout à coup que des grands peintres, Rouault, Lursa, Fernand Léger, pouvaient être des peintres religieux, enfin religieux, ils ne l'étaient pas, mais qui pouvaient apporter quelque chose. Alors, on a construit une église au plateau d'Assy, vous pouvez aller voir, c'est pas loin d'Annemasse, en un après-midi. Dieu sait si je l'ai dans l'œil, cette chapelle, parce qu'elle m'a fait assez souffrir. L'architecte s'est inspiré de la toiture des chalets. C'est pas mal, on est en montagne, en moyenne montagne. Pourquoi pas, finalement? On peut faire des églises. Ça a une raison technique. La pente du toit d'un chalet, elle est réglée par le degré d'humidité et surtout par la neige. Dans les pays où il y a peu de neige, mais beaucoup de pluie, les toits évacuent l'eau le plus vite possible. Par contre, les paysans, avec beaucoup de sagesse, ont intérêt à garder la neige longtemps, parce que c'est un isolant pour les bêtes. On ne pourrait pas les chauffer, hein. C'est un sacré isolant. Si elles sont assez solides, c'est la raison pour laquelle, dans les pays où il neige beaucoup, non pas en Norvège, où il neige peu, malgré ce qu'on imagine, parce qu'il y a le Gulf Stream, mais en Suisse,
les chalets en cette inclinaison très plate finalement pour garder la neige. Alors bon, il a fait la même chose, seulement derrière il y a le mur porteur, évidemment le toit il est très détaché de la façade, vous comprenez, parce que c'est un avant-toit comme dans les chalets pour abriter la façade justement. Alors là il y a une petite porte et puis deux petites fenêtres parce que c'est un mur porteur, c'est le mur qui porte la toiture. Et puis il y a une fresque de léger ici, bon. Mais jusqu'à présent ça va. Mais il a mis des énormes colonnes en pierre de taille devant la façade, dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles ne portent rien, étant donné que le mur est porteur, et que ça se voit, puisque c'est un mur plein, on voit tout de suite un mur porteur. C'est un mur dans lequel les ouvertures sont les plus petites possibles, et ces colonnes ne portent qu'un avant-toit. Seulement, ça fait église, ça fait Parthénon. Parthénon, mon œil. Le Parthénon, il porte quelque chose d'abord, puis ensuite, il a une autre proportion que ces stupides colonnes qui font église devant un énorme chalet. Il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études pour voir qu'il y a quelque chose qui fait toc. L'esthétique ne peut pas commander des colonnes en pierre de taille, c'est pas suffisant, c'est pas ça l'architecture. Sinon, alors ça devient la sculpture. Alors c'est tout un autre domaine, et c'est gênant. Un autre exemple. Nous avons en Suisse un architecte de renommée mondiale qui sévit dans le monde entier. Non seulement que je n'aime pas, c'est pas vrai que je l'aime pas, je le déteste. C'est mon droit. Mais j'ai des raisons. J'ai des raisons esthétiques. Mais j'ai d'abord des raisons techniques. Le monde bâille d'admiration. Il a fait une cathédrale près de Paris. Et comme monument d'horreur architectural, à mon sens, mais alors attention, on est dans le numéro 1, encore que, mais je peux démontrer quelque chose. Et je suis ici honnête, je ne vous imposerai pas mes goûts, je ne ferai que des démonstrations. Là, je crois avoir démontré que c'est une aberration architecturale et que même si quelqu'un n'a pas fait beaucoup d'études, il peut se rendre compte que ces énormes et mastocs colonnes de pierre de taille, de pierre de montagne, sont absolument postiches. Mario Botta a introduit, Turassi le dit lui-même, je voudrais que l'architecture soit un coup de poing dans le paysage. Je dis, mais moi je n'ai absolument pas envie de recevoir des coups de poing. S'il faisait ça dans sa propriété, il a le droit, mais il nous l'impose. Alors de quel droit je serais agressé de propos délibérés, puisqu'il le dit lui-même? Alors c'est lui qui a inventé, et les imbéciles le suivent, hein, parce que on ne peut pas vous refuser votre projet architectural dans une école d'architecture si vous faites du Botta. Le professeur est bien obligé de l'admettre. Alors, il fait des décrochements. Quand vous voyez une maison avec des décrochements, elle est coupée en deux, si vous voulez. Ça, c'est du Botta. Alors là, il y a du vitrage, n'importe quoi. Puis alors, la maison, vous entrez par un côté. Puis alors, vous avez l'éclairage ici qui entre des deux côtés. Pas mal comme idée. Mais ce que je ne supporte pas, c'est lorsque les décrochements sont faits avec des briques. C'est-à-dire, c'est fait. Alors, elles tiennent comment? Les briques, c'est un module de construction très précieux, il vient de la plus haute antiquité. Mais c'est un petit plat qui reçoit un autre plat avec lequel on construit. Mais moi, je ne supporte pas, ça m'offense. Ça m'empêche. C'est comme si je voyais la plus belle femme du monde, on me dit, oui, mais elle n'a que des seins postiches. J'ai beau me dire que le galbe est parfait, ça me la coupe. M'excuse, mais c'est vrai, je pense que tout le monde dirait, bon, alors, c'est de l'artificiel, ça ne va pas, il y a quelque chose qui choque. Hein. Alors, de voir des pieds, de construire en briques, ce qui est pas mal, il y a beaucoup d'architectes qui s'y sont mis, ça est devenu une mode. Il y en a ceux qui l'ont de reste très bien utilisé, qui ont même eu des prix parce qu'ils avaient bien utilisé la brique, mais pas lorsqu'elle est suspendue, parce que alors elle est collée sur un dallage par derrière, ou alors elle est tenue par des ficelles, ou bien par des fils de fer, ça je ne supporte pas. Et je ne vois pas pourquoi faire ces décrochements, d'autant plus que, encore quand c'est du Botta, bon, on se dit, bon, c'est du Botta, mais c'est les sous-Botta qui est encore pire. J'ai vu dans un petit village du canton de Fribourg, sans cachet, rien du tout, mais enfin, il y a une villa Botta, mais alors d'une bêtise de nous, avec ce truc au milieu, coupé avec les décrochements, avec deux colonnes qui ne portent rien dehors, en métal.
Mais je passe souvent avec des gens qui n'ont aucune forme d'architecture de quelque nature que ce soit, qui ne sont pas nécessairement vieux jeux, mais qui hurlent d'horreur. Quelle horreur! Même transplantée n'importe où, c'est pas qu'elle ne va pas dans le contexte du canton de Fribourg. Le canton de Fribourg, on peut tout y construire pourvu que ce soit authentique, pourquoi pas. Alors, maintenant, ceci étant précisé que c'est le numéro 1, c'est-à-dire il faut que la technique soit irréprochable, qu'elle soit d'abord respectée, qu'il n'y ait pas d'artifice, qu'il n'y ait pas de d'entourloupette. On reparlera de Le Corbusier avec sa sculpture monumentale, il y a de sacrés entourloupettes, trucs qui ne sont pas authentiques. Il faut d'abord ça, que ce soit vrai. Et que pour dépasser, il faut qu'en plus alors, il y ait une sorte de grâce, des proportions. Il y a un grand penseur qui a dit l'architecture, c'est ce qui reste quand on a enlevé les pierres. C'est assez paradoxal comme formule, mais on voit très bien ce qu'il veut dire. Il y a architecture, pas seulement quand il y a les pierres, mais qu'est-ce qui reste quand on a enlevé les pierres? Des proportions, c'est-à-dire alors une justesse à la mesure de l'homme, et pas seulement à la mesure de ses proportions physiques, mais aussi de ses exigences mystérieuses, les confidences de l'inconnu au connu, de l'inconscient au conscient. Alors je vais vous montrer cette nécessité de partir d'abord de la technique. Nous allons découvrir comment on a passé du roman au gothique. La plupart du temps, les gens savent reconnaître le roman et le gothique pour des raisons de style. Ils vous disent voilà, mais ça n'a rien à voir avec le style, ni avec l'esthétique. C'est une pure question de technique. C'est-à-dire, ça ne pouvait pas ne pas déboucher sur ce type de style. Voilà pourquoi. Les Grecs ne faisaient pas de voûtes. On verra tout à l'heure des illustrations. Ils avaient justement des tectones, des charpentiers pour faire les superstructures, des colonnes avec des linteaux. Mais très peu les Romains avaient inventé, et alors après le Moyen-Âge l'a repris, de faire un édifice, alors évidemment d'une très grande portée, parce qu'on peut avoir une portée plus grande qu'avec de la charpente. La charpente, ça ne peut pas aller très loin. Hein. Les arbres ne sont pas indéfiniment proportionnés. Vous pouvez les agencer, mais seulement ce n'est pas facile. Hein. Alors, on a découvert qu'on pouvait faire un immense édifice que je dessine très schématique, avec ce qu'on appelle une voûte en plein cintre, c'est-à-dire, retenez bien l'expression, le plein cintre, c'est un demi-cercle, dont tous les points sont équidistants d'un centre fictif, mais il n'y en a que la moitié, le plein cintre. Cette forme, elle est extrêmement stable et solide. Évidemment, avec les pierres, je ne peux pas faire un linteau, avec une grande pierre, mais elle n'a pas une portée indéfinie, puis il faut la mettre. Tandis que là, avec des pierres appareillées, on appelle appareillées parce qu'elles sont coupées, taillées exactement pour se tenir les unes les autres, on peut faire une structure extrêmement solide, d'autant plus solide qu'il y a du poids par-dessus. Et bien alors, évidemment, les murs sont porteurs. C'est un poids fabuleux, on ne s'imagine pas quand on va à des cathédrales en France, ou même déjà à Lausanne, que vous avez une carrière de pierre sur la tête. C'est quelque chose d'inouï. Chaque pierre qui constitue, elle est plus lourde qu'un homme. D'abord, on se demande comment ils ont fait pour la lever là-haut, mais c'est quand même, disons, quelque chose d'incroyable. Ben, ça tient bien, parce qu'elles se tiennent les unes les autres. Il y a juste ici, on le verra tout à l'heure, une éventuelle fragilité au premier tiers de la courbure. C'est là où il faudra appuyer ce qu'on appellera des arcs-boutants. Peu importe. Toujours est-il que, alors là, on peut dépasser la portée des arbres. On peut faire alors des vaisseaux extraordinairement généreux comme possibilité. Seulement, d'abord, ça limite l'éclairage, parce que les fenêtres doivent être petites. Elles doivent être aussi en plein cintre, parce que le mur est porteur. Il ne faut pas le fragiliser, hein, c'est lui qui porte la carrière. Grosso modo, c'est ce qu'on appelait le style roman, que les gens reconnaissent d'instinct avec le plein cintre et puis des murs assez restreints, disons comme surface d'éclairage, et des petites fenêtres en ogive, pas en ogive, en plein cintre.
Mais très vite, on s'est rendu compte que ce n'est pas très élégant. Vous verrez des exemples tout à l'heure. Oui, on a fait de très belles églises immenses avec ce style d'une voûte en plein cintre. Mais on s'est très vite rendu compte qu'on pourrait faire la même chose, mais en les accouplant, ces tunnels, si vous voulez, en mettant plusieurs, les uns à côté des autres, et puis en mettant alors des arcs à l'intérieur pour porter le mur. Ça, on met un arc, et puis on le remet ici, et on arrive sur des colonnes, d'énormes colonnes évidemment, parce que alors c'est lourd, hein, mais n'empêche, c'est quelque chose qui libère le mur d'abord. Ça, c'est très important. Donc la fenêtre, ici, on ne peut pas l'agrandir, elle porte. Alors elle pourra être beaucoup plus décorative, elle sera de nouveau en plein cintre, bien sûr, puisque c'est la forme impérée par le toit. Et c'est un art qui s'est développé, c'est sur ce modèle qu'a été construite l'église de Payerne, en roman. Mais très vite, on s'est rendu compte que c'est des évolutions sur des siècles, les architectes visitant une église, les compagnons allant construire une autre église, que peut-être on pourrait élever le cercle intérieur, l'arc intérieur, parce que c'est quand même, disons, beaucoup d'espace en dessus du toit, en dessus de l'arc intérieur, qui d'habitude a été gardé à l'entrée du chœur dans les églises modernes. Alors qu'est-ce qui se passe si je monte avec cet arc? Eh bien, il se passe que d'abord, c'est plus élégant. Donc, j'ouvre un peu le plafond, si vous voulez, et j'ai une plus grande appréciation du volume intérieur. Et très vite, on s'est dit, mais et si on allait encore plus haut avec cet arc-là, vous voyez, celui qui était porteur, là, celui qui est ici. Si on allait plus haut, on irait aussi haut que l'autre. Hein? Bon, alors, essayons. Alors, on va aussi haut que l'autre, on obtient le même truc, on obtient une église alors qui n'a qu'un volume intérieur, ça devient une nef, et on peut indéfiniment accoupler ces espèces de tabourets, ça devient un tabouret, regardez. On a un plein cintre, un plein cintre. Donc c'est une sorte de télescopage, de rencontre entre deux tuyaux, si vous voulez. Et puis vous avez la colonne là-bas derrière. Donc c'est un carré, ça donne une forme carrée. Et puis vous pouvez les multiplier, en mettre 1, 2, 3, 4. Vous pouvez même en mettre des plus petits de côté, et puis de nouveau indéfiniment. Seulement, on ne peut pas faire ça. Techniquement, ça ne marche pas. Techniquement, ça ne marche pas. Parce que nous avons dit que le plein cintre est solide. Mais je ne peux pas dépasser le plein cintre. C'est-à-dire, je ne peux pas faire un cercle obtus. Obtus veut dire ouvert. Comme quand on dit un angle obtus, il est plus que 90 degrés. Aigu, il est plus petit. Employons cette expression. Un angle obtus, d'abord, ce n'est pas très beau, un angle obtus. C'est-à-dire un angle qui dépasse le plein cintre. Et puis ensuite, alors ça devient horriblement fragile, cette histoire. Hein? Parce que alors, on s'approche de la verticale, et puis vous allez à un moment donné, avec quelques petites secousses telluriques, recevoir la voûte sur la tête. Mais vous me direz, mais c'est des pleins cintres. Je dis non, pas les diagonales. Les diagonales ne sont pas en plein cintre. Regardez, j'ai dit que c'était un tabouret, c'est-à-dire c'était une forme carrée. C'était la rencontre de deux cylindres, de deux demi-cylindres. Vous savez ce qu'est qu'un cylindre? Vous le coupez par la moitié. Vous les faites rencontrer les deux, un dans un sens, l'autre dans l'autre. Vous obtenez ça. Alors, ici, j'ai le plein cintre. Ici, j'ai le plein cintre, le plein cintre. Mais ici, j'ai évidemment plus que le plein cintre. C'est-à-dire, cette diagonale-là, elle est un cercle obtus. Ça devient terriblement fragile, là. Ici, non, mais là, à la clé de voûte, à la rencontre des deux cylindres. Je vais vous montrer ça par un petit exemple très simple. Vous voyez ça, cette petite maquette très modeste. Vous avez un plein cintre ici. Vous avez un plein cintre ici. Mais vous avez vu comme c'est plat, là. Vous avez ici le danger que ça s'écroule, parce que là,
vous avez un angle, un cercle obtus, il est très large. Ça ne va pas craquer, ça non plus, mais là, ça risque de craquer, c'est très plat. Ça, on ne peut pas faire, on n'a jamais pu faire ça. En béton, oui, mais il ne faut pas le faire en béton, c'est pas fait pour ça le béton. Alors on a eu l'idée, et elle s'imposait d'elle-même, de faire le plein cintre sur les diagonales. Bien sûr, parce que c'est quand même elles qui retiennent à peu près tout. Vous comprenez, c'est quand même... La clé de voûte, elle est au sommet de cette petite voûte. Alors là, il ne faut pas dépasser le plein cintre. Alors si vous mettez ici des pleins cintres, vous n'aurez pas des pleins cintres ici. C'est-à-dire ici, vous aurez moins alors. Vous aurez des cercles aigus, plus petits. Alors regardez bien ce qu'on va faire. Ici, vous avez un plein cintre. C'est la diagonale. Ici, vous avez un plein cintre. Et qu'est-ce que vous avez quand je le mets comme ça, et puis que je les mets en succession? Vous avez un arc brisé. Évidemment, celui qui est devant, tout à l'heure, il ne peut plus être un plein cintre, il a cette forme, là. C'est ce qu'on appelle l'arc brisé. Il vient nécessairement de cette forme, puisque c'est les voussures intermédiaires, c'est-à-dire la rencontre des petites voûtes intermédiaires, qui sont en plein cintre. Et puis on s'est rendu compte que ce n'était pas vilain comme forme. Et c'est comme ça qu'est né le gothique. Les gens croient que le gothique, ça vient d'un artiste qui a tout à coup trouvé que c'était plus joli de faire cette forme d'un arc brisé, qui est devenu tellement habituel maintenant que quand vous avez un catalogue dans un grand magasin qui signifie les articles de religion, je ne sais pas quoi, vous mettez l'arc brisé, partout c'est devenu synonyme de religion. Même si vous faites dans une revue un article sur un thème religieux, vous mettez un vitrail avec l'arc brisé. Bon, d'accord. Mais l'arc brisé n'est pas venu du tout de l'esthétique. Il est venu de la technique. Il n'y avait pas moyen de faire autrement. On n'y échappait pas. Et c'est comme ça qu'on a pu faire alors des églises d'une élégance, d'une légèreté absolument inouïe, qu'on a pu libérer complètement les murs, qu'on a pu faire des bas-côtés prodigieux, presque aussi hauts que la voûte, que la nef principale. Et alors là, il y a eu un essor extraordinaire jusqu'au moment où est apparu le béton armé, dont je parlerai tout à l'heure. Et il y a certains architectes assez bobets pour faire des arcs brisés en béton armé, pour faire religieux. Je dis, ça n'a rien à voir. Là, l'arc brisé, il vient de la nécessité de faire se rencontrer deux arcs de cercle en plein cintre. Puis évidemment, je la mets comme ça, de façon à ce que vous pénétriez de la forme issue de ces deux voussures, les deux diagonales qui, elles, sont en plein cintre. Et c'est très solide. C'est la raison pour laquelle, alors, la clé de voûte devient vraiment la clé de voûte de l'édifice, c'est-à-dire alors, la pierre qui est au centre, qui reçoit la poussée de toutes ces quatre petites coupoles, devient importante. Les colonnes peuvent devenir assez légères, proportionnellement. Elles reçoivent la poussée de ces carrières sur elles, et vous pouvez alors une hauteur extraordinaire. Surtout si vous prenez la précaution de venir ici appuyer, parce qu'il y a une petite fragilité. S'il y a des bas-côtés qui refont le même truc, vous avez alors de nouveau dans les bas-côtés des arcs-boutants, parce que je vous l'ai dit, c'est ici que c'est un tout petit peu fragile. Alors de l'extérieur, on vient mettre un arc-boutant, comme le nom l'indique, il boute, c'est-à-dire il pousse, et puis vu de l'extérieur, ça donne une immense caravelle avec des espèces de rames qui descendent sur le sol. Et quand c'est sur une île comme à Paris, Notre-Dame, au milieu de la Seine, on vous dit c'est la caravelle renversée. C'est arrivé comme ça. Mais personne n'a eu l'idée saugrenue de faire une église en retournant une caravelle avec la coque en l'air et puis de lui signifier ces rames de chaque côté pour faire, je ne sais pas quoi, une image de la spiritualité vers la vie éternelle. Que c'est donné cette image, tant mieux, mais elle n'est appréciable et appréciée que parce que c'est une logique absolue. Et la beauté vient, malgré tout, de la dimension
il ne faut quand même pas négliger. C'est quand même quelque chose d'impressionnant. Je répète qu'une petite pyramide, c'est ridicule. Tandis qu'une petite cathédrale, même si elle est petite, elle peut avoir ses proportions, mais elle est moins impressionnante que si elle est grande. Alors on a construit des églises comme Saint-Pierre de Rome, qui lui, Saint-Pierre de Rome n'est pas encore en gothique, n'est plus en gothique. C'est toute une autre architecture, c'est la voûte. Voilà, alors le programme le suivant, on va prendre l'époque moderne et puis illustrer ça de quelques clichés. Au début des années modernes actuelles est apparu un nouveau matériau de construction, inconnu des anciens, qui s'appelle le béton armé, qui est une chose d'une richesse d'exploitation extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a découvert, je ne m'en rappelle plus qui, que lorsqu'on mettait une armature de fer dans du ciment, du béton, le rapport entre ces deux éléments créait une résistance et une souplesse absolument étonnante, qui permet à peu près tout. Il a fallu longtemps pour comprendre quelles étaient les possibilités spécifiques et propres à l'utilisation du béton. Au début, on l'utilisait comme on utilisait les pierres, et même des fois on dessinait des pierres postiches par-dessus, pour donner l'illusion que c'était en pierre de taille, des aberrations évidemment. Jusqu'au jour où on s'est rendu compte qu'on pouvait faire, avec le béton, des voiles de béton, c'est-à-dire 8 cm d'épaisseur, avec une portée extraordinaire, mais pas inconditionnelle, c'est-à-dire, si c'était plat, ça peut céder malgré tout avec la neige et autres. Alors il fallait lui donner une forme qui soit le principe même de sa résistance. Je m'explique. Si vous prenez un œuf à Pâques ou ailleurs, quand il est cuit ou pas cuit, c'est incroyable la résistance de cette coquille par rapport à son contenu et par rapport à son épaisseur, qui est minime, c'est des sous-produits du millimètre. Et c'est fragile finalement, c'est une sorte de petit calcaire. Mais c'est étonnant la résistance de l'œuf. Imaginez qu'il soit cubique, il se casserait. Hein? Mais pourquoi est-ce qu'il est si résistant? Parce qu'il a ce qu'on appelle une double courbure, c'est-à-dire il a une courbure latérale et longitudinale, 2 fois courbe, ce qui le rend très résistant, un peu comme tout à l'heure, l'arc, si vous voulez. Sauf que là, il est totalement arqué. On a exploité cette possibilité, c'est-à-dire de faire finalement des demi-œufs, c'est-à-dire des coupoles. Alors ça, il y a longtemps qu'on savait faire. On pouvait même le faire avec de la pierre. C'est la coupole de Saint-Pierre à Rome. Mais je ne sais pas qui a eu l'idée, il faudrait trouver dans l'histoire de l'architecture, de faire la double courbure positive et négative. Quand une courbure de l'œuf est positive et positive, c'est-à-dire qu'elle est dans le même sens d'un côté et de l'autre, c'est la coupole. Regardez bien. Si je fais une courbure d'un côté et une courbure inverse, le résultat est le même comme résistance. Seulement, c'est beaucoup plus élégant. Regardez. Tout le monde sait d'instinct que cette feuille, c'est très fragile. Encore que c'est plus résistant qu'une coquille d'œuf, parce que si j'avais une coquille d'œuf dans les mains, je ne pourrais pas lui faire ça. Hein. Elle n'a pas cette souplesse d'abord. Mais si je veux la rendre beaucoup plus résistante, je fais ça, vous imaginez, hein, longitudinalement, c'est résistant. Évidemment, c'est très fragile latéralement, c'est-à-dire qu'elle garde exactement la même fragilité. Mais si je pouvais la courber 2 fois, comme ça, et puis comme ça, en même temps, hein, la feuille, alors j'obtiendrais la même rigidité. On le fait d'instinct quand on plie quelque chose pour le rendre plus solide. Alors, qu'est-ce qu'on obtient comme forme lorsqu'on a une courbure qu'on appellera positive, et puis l'autre qui est le contraire? On obtient une forme en selle de cheval. Vous avez tous dans l'œil cette chose curieuse qui a une double courbure. D'une part, la courbure qu'on a appelée négative et la courbure positive. Alors, imaginons que cette forme en double courbure, qu'on appelle pH,
parallélo-hyperbolique. Essayons de l'imaginer dans l'espace. On obtient une selle de cheval avec seulement 2 points d'appui. Très difficile à dessiner en 2 dimensions, une chose qui n'existe qu'en 3 dimensions. Elle repose sur 2 points avec 2 grandes expansions à gauche et à droite, ou devant et derrière, qu'on peut alors garnir d'un vitrage total, c'est-à-dire que vous avez un bâtiment éclairé sur tous les murs avec juste latéralement 2 points d'accroche qui doivent être évidemment reliés sous le sol parce qu'elle aurait tendance à s'écarter. Alors, une selle de cheval, vous voyez très bien ce que c'est avec la double courbure. On a fait des monuments comme ça, c'est d'une résistance extraordinaire. Je me rappelle encore l'époque où certains ingénieurs ne savaient pas la calculer, ils ne comprenaient pas que c'était la rigidité qui lui était venue par la forme. Ils essayaient de l'armer, de faire toute une structure. En fait, mais non, il faut calculer simplement que c'est la forme de cette voile qui lui donne sa rigidité. Mais je vais vous donner un bon exemple d'une non-compréhension de cette forme, d'une erreur architecturale monumentale, c'est le cas de le dire, fait par un tout grand architecte suisse, même un des plus grands romans, et qui s'est complètement gouré. Voici pourquoi. Cette forme, si vous comprenez un peu comment elle joue, qui est assez difficile à représenter, elle ne peut couvrir qu'un ovale en plan. C'est-à-dire, quand on arrive aux extrémités, je ne peux pas obtenir un rectangle. Pourquoi? Parce qu'ici, je n'aurai plus la double courbure. Plus je vais vers les angles, admettons que je vais obtenir un rectangle, ici, ça flotte, il n'y a pas la double courbure, elle est là, mais elle n'est plus ici. Alors ici, évidemment, ça va casser quand il y aura de la neige. Et pourtant, ça a un avantage de pouvoir couvrir un rectangle, parce que c'est beaucoup plus facile à meubler, à utiliser, tandis que les ovales, bon, ça va peut-être pour les églises, parce qu'on peut mettre l'autel, on peut rassembler les fidèles. Il y a beaucoup d'églises qui ont été construites comme ça, vous en avez une à Arnan avec ce système. Mais pour des salles d'utilité habituelles, où on aimerait bien pouvoir l'agencer selon la mobilisation intérieure habituelle, c'est très difficile. Alors cet architecte, je ne nommerai pas par piété, par respect, parce qu'il a encore la progéniture architecte, et puis ma foi, Dieu est son âme, et pourtant c'est un grand architecte, a voulu prolonger le PH, le paralléloïde hyperbolique, c'est-à-dire cette forme en selle de cheval, de chaque côté avec un triangle, c'est-à-dire un rectangle. Alors ici, on continue le voile, ici, ici, ici. Mais comme je vous l'ai dit, ces angles-là n'ont plus la double courbure. Plus je m'en approche, plus c'est plat. Et donc, ça va casser. Alors, il a eu l'idée de faire une casquette, c'est-à-dire ce que je ferais si je voulais empêcher cette feuille de se courber, je la plie ici. Plus de problème maintenant. Ici, oui, ça flotte. Tandis que là, ça ne peut pas, puisque c'est redressé là. Sans se rendre compte que le poids de cette visière, qui a pour but de rendre plus solides les angles, à mesure que je m'en approche, c'est un poids qui va travailler sur toute la structure, sur la selle de cheval, va occasionner des déformations, parce que c'est du béton quand même. Alors il a fallu à l'intérieur courir après les fentes ou les endroits où ça commençait à être fragile pour la soutenir. C'est une aberration complète, c'est-à-dire où la forme a trahi. L'architecture n'est plus possible dans ce cas-là. C'est-à-dire que c'est une architecture fausse et c'est d'une lourdeur. Quand on arrive devant cette chose qui devrait être aérienne, qui peut l'être aérienne, élégante, légère, on est devant cette espèce d'immense casquette d'abord. C'est lourd parce que c'est bas. On voit très bien qu'il y a quelque chose qui n'a pas joué. Parce que techniquement, c'est faux. C'est toujours le même principe. C'est le vrai qui doit dominer d'abord. Ensuite, on va dire encore quelques mots de Le Corbusier, d'un point de vue qui est le nôtre, c'est-à-dire de ce qui est démonstrable, et non pas ce qui est esthétiquement appréciable.
Je voudrais parler de cette église de Ronchamp parce que vous étiez trop jeune, mais je suis encore de la génération qui l'a vu naître, qui a vu la polémique, qui a vu le développement, ça a été quelque chose. Vous ne pouvez pas vous imaginer, à l'époque on pouvait encore se passionner dans la civilisation occidentale pour des questions culturelles. Il y avait les anciens et les modernes, c'était inouï. Cette église, elle se trouve dans la Trouée de Belfort, en dommages et intérêts des dommages de guerre de l'Allemagne, parce qu'il y avait une petite chapelle qui existait, qui était un lieu de pèlerinage. Et il a fallu que les Allemands, ils ont dû la faire sauter parce qu'elle servait de point de repère pour pointer les canons pour les armées des Alliés qui remontaient de Provence et qui glissaient le long du Jura suisse et dont on avait peur de l'intrusion. Et alors, à la fin de la guerre, les Allemands ont dynamité cette petite chapelle, et quand il y a eu les dommages de guerre, on a, première chose, voulu reconstruire cette église. Et on a fait appel au plus grand architecte, enfin un des plus grands de l'époque, qui s'appelle Le Corbusier, d'origine suisse, qui était un rationaliste. C'est lui qui a défini la maison comme une machine à habiter. Vous voyez, il était très préoccupé du vrai, une machine à habiter. Heureusement que ce n'est pas que ça. Il a fait des immeubles. C'est vraiment extraordinaire, les trouvailles qu'il a faites. Et c'est vrai, c'est agréable à habiter, c'est rationnel, c'est fonctionnel. Il a eu des idées extraordinaires. Il s'est préoccupé malgré tout de l'esthétique, puisqu'il a mis les proportions du corps humain. Allez voir si vous allez à Marseille, ce qu'ils appelaient là-bas la maison du Fada, qui est tout le contraire de la maison du Fada. C'est lui qui a eu l'idée de libérer le rez-de-chaussée, et non pas ces espèces d'immeubles qui sont plantés en terre sur des pilotis, puis après la manière de construire les appartements des deux côtés, des deux façades. Il y a des choses absolument fabuleuses. Mais quand on lui a demandé une chapelle, alors il a perdu pied, il ne savait pas ce que c'était. Une machine à prier, c'est très vague. Qu'est-ce que prier? Habiter, on sait ce que c'est. Il faut une cuisine, salle à manger, un salon. Mais une machine. Alors, il a proposé une chose qui est un extraterrestre. C'est un objet architectural comme on n'avait jamais vu. Il s'est un peu inspiré de ce que le béton propose, c'est-à-dire un voile, mais qu'il n'a pas très bien compris, puisqu'il a mis des pylônes par-dessous, ce qui est une aberration. Il n'y a pas besoin de le tenir, étant donné qu'il se tient par sa propre forme. Et il a mis des murs, évidemment. Il a mis des bouches à air pour des bouches à lumière. Vous savez que les paquebots, ils ont, pour les gens qui sont en machine, des trucs qui leur amènent l'air frais du dehors, parce qu'ils sont au 36e dessous, à cuire avec la chaleur du moteur. Et lui, il a fait la même chose, mais pour la lumière. Et c'est vrai, c'est assez extraordinaire. Il y a comme ça des chapelles latérales où la lumière vient d'en haut par une sorte de bouche à lumière, oui. Et le mur qui est du côté du sud, éclairé du matin au soir, le soleil levant, le soleil couchant, il a eu l'idée d'en faire un orgue à lumière. C'est assez extraordinaire, en fait, comme résultat, vous le verrez, enfin le peu qu'on peut en voir. Il a fait un mur à la base de 2 mètres d'épaisseur, qui n'est évidemment pas porteur, puisque en haut, juste au décrochement par rapport au toit, on voit passer la poutrelle, qui n'a pas besoin d'être très forte. Et il a mis des meurtrières. Certaines sont énormes à l'entrée et petites à l'arrivée, c'est-à-dire des meurtrières. Vous savez ce que c'est? C'est des trous dans les murs des forteresses, qui étaient très épais. Et il y a un vitrail coloré, par exemple. Alors, quand le soleil passe pendant la journée devant ce mur, qui est donc perforé avec des petits ou des grands trous, quand il y a des grands trous dedans, c'est un petit trou, alors ça fait comme une trompette, la lumière s'engouffre dedans et fait un jet de lumière. Quand c'est le contraire, quand c'est gros dehors, et quand c'est petit dehors et grand dedans, ça fait plus doux. Alors, on est devant ce mur qui est fait de tuyaux d'orgue, si on veut, de toutes les formes, hein, sur le mur, avec des temps morts malgré tout. Alors on voit évidemment l'arrivée de la lumière, il y a très peu de couleurs, je crois même qu'il n'y en a pas. Mais c'est absolument extraordinaire, parce qu'alors vous avez le soleil qui passe sur la façade extérieure, et toute la lumière change. Il y a des photos qui sont prises avec les rayons de lumière, c'est absolument génial. L'embêtant, c'est que c'est fabuleux au point de vue de l'esthétique,
Mais c'est gênant du point de vue technique parce que ça ne tient pas. Je vous donne l'exemple. Quand il avait fini, vous le verrez du reste, sa construction, il avait mis une petite colonne ici, grande comme une allumette, c'est-à-dire que les ingénieurs lui avaient calculé la section, il n'y avait pas besoin de grand-chose. Mais évidemment, ça heurtait l'œil, parce qu'on voyait ce grand voile de béton, ces grands murs, ces grands plans. Alors, il l'a enrobé d'un mur qui fait une sorte de paravent rond, circulaire, mais qui ne va pas jusqu'en haut, on voit très bien la colonne. Et puis, on a décidé, après coup, de dire, après tout, ça servira à quoi? Alors, bon, on l'a fermé, et puis on en a fait une caisse à outils pour le jardinier. C'est un peu gênant qu'un architecte en vienne à faire une construction en dur qui n'est impérée que par l'œil. C'est-à-dire, c'était embêtant la proportion entre la colonne et la toiture. Ça a un côté un tout petit peu sculptural. Alors, c'est la limite lorsqu'on est polarisé par l'effet esthétique au détriment de la vérité technique. Certains ne la ressentent pas. Encore que je suis entré une fois avec un jeune étudiant très fin, qui n'avait pas de préjugés, on a visité, parce qu'il y a eu des millions de visiteurs, du reste c'était même payant, c'est pour vous dire, non pas que l'église, il y avait de telles visites, on y venait du monde entier, des quarts entiers de Hollandais, d'Américains, alors ils ont fait une entrée payante, et ils ont eu raison, parce que avec ça, ils ont pu financer toutes les églises des chantiers du cardinal, comme on disait, une cinquantaine d'églises dans la région de Belfort qui avaient été détruites pendant la guerre. Alors, tant qu'à faire, puisque les gens voulaient la voir, ça c'est un petit côté. Mais je suis arrivé une fois avec un étudiant qui voulait la voir, cette chapelle. Je l'ai visitée je ne sais pas combien de fois avec les camps de jeunes garçons qu'on faisait dans les Vosges. Et en entrant, il m'a dit cette chose très juste, il était saisi, hein. Il m'a dit, c'est grotesque au sens étymologique. Et c'est vrai, c'était grotesque, oubliez le côté péjoratif, au sens étymologique. C'est-à-dire, on a l'impression d'une grotte harmonieuse, étonnante. Dans les grottes, il peut y avoir une arrivée de lumière, comme ça, par une cheminée naturelle. Mais il n'en reste pas moins qu'il y avait des partisans inconditionnels, c'était la bagarre des anciens et des modernes, très rares les architectes, les jeunes surtout, qui ne s'emballaient pas pour cette architecture-là, qui a libéré la forme, c'est vrai. Après, on a osé faire des églises qui n'avaient plus deux pans, et puis la nef et tout ce qu'on voudra. Et c'est vrai qu'il y a eu des retombées intéressantes, mieux comprises, mieux rationalisées, c'est-à-dire où l'aspect technique était pris en compte d'une manière plus rigoureuse et moins artificielle, c'est le cas de le dire. Maintenant, je vais conclure. Il y aura encore beaucoup de choses à dire. Par une visite que je vous recommande. Je la fais très régulièrement, par beau temps, souvent le dimanche matin. Je vais, et je ne m'en lasse pas, dans le premier bâtiment qui a été construit à l'EPFL, c'est-à-dire l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Vous savez qu'à Dorigny, il y a l'Université de Lausanne. Quand on arrive de Lausanne, c'est les premiers bâtiments où il y a la faculté de droit, de médecine, de littérature. Puis après, on entre dans une nouvelle section qui est alors fédérale, comme le nom l'indique, c'est-à-dire, alors on a fait définir des architectes suisses, allemands ou autres. Et il y a la première construction qui a été faite. Je ne me lasse pas de me promener au 3e étage de cette construction qui a bien 500 mètres de long, un demi-kilomètre, c'est inouï. On se sent intelligent. Peut-être que j'en avais besoin, mais je vous assure, c'est tellement bien fait, c'est tellement harmonieux, c'est tellement juste que vous ne pouvez pas avoir ce petit sentiment, comme quand vous écoutez une musique qui est belle, qui vous enivre, on se sent élevé. Et il y a une distribution des différences. On est au 3e étage, hein, les autres étages, c'est fermé, mais vous avez des petits restaurants, des petites buvettes, vous avez un petit institut d'un côté, de l'autre, il y a une ouverture sur le lac, il y a des jardins suspendus, c'est-à-dire à l'étage, il y a des dégagements. Et quand on arrive au milieu de ce chemin de 500 mètres, vous avez alors, à l'espace central, il y a même une route qui passe par-dessous, des escaliers très bien agencés, fonctionnels, plusieurs, pour que quand tout le monde sort à midi ou autre, on ne s'encombre pas.
Il y a une circulation d'air et de volume extraordinaire. Toutes les structures sont visibles. Ça fonctionne admirablement. Puis en plus, il y a ce petit je ne sais quoi qui fait que c'est élégant, que c'est intelligent. Vous ne pouvez pas ne pas trouver ça intelligent. Quand on arrive au bout, une fin à toute chose, il y a une nouvelle construction qui s'appelle, je crois, la diagonale, je ne sais pas quoi. Sur le même niveau, on part non plus dans le prolongement, mais sur la gauche, avec le même principe, plus ou moins, c'est-à-dire, de nouveau, une galerie plus ou moins couverte, avec des départements, des petits studios d'études de chaque côté. Et c'est l'horreur. Pour moi, je me sens malade. Je me dis, mais quels imbéciles. Et j'ai demandé à tous mes amis architectes de me faire la charité de ne pas dire de qui c'est. Je ne veux offenser personne, je ne sais pas qui c'est. Je sais une chose, c'est que ce n'est pas un de nos compagnons qui a fait cette chose admirable, du reste avec ses camarades qui se trouvent ici, on va l'immortaliser pour la caméra. Alors, ce n'est pas de ça que je parle, mais ça, c'est une très belle construction, tout près de ce dont je vous parle. Hein. Voilà, une chose dont on ne peut pas ne pas voir que c'est de la belle architecture. Je critique d'autres choses, alors je peux être sincère en disant que c'est de la très belle architecture, parce qu'il y a un côté lacustre, on est dans cet esprit du bord du lac, je ne sais pas pourquoi ça fait... et c'est intelligent, les structures sont apparentes, techniquement ça fonctionne, les proportions sont belles. Voilà, ça c'est de la toute belle architecture. Si quelqu'un dit bof, alors je dis, il ne comprend pas. Il y a des gens qui font bof devant Mozart ou Bach, c'est pas grave. C'est du Mozart, ça. Alors, revenons à nos moutons. Lorsque vous arrivez au terme, il y a certains dimanches où je n'ai pas le moral, je tourne court, hein, je rentre. Seulement, je suis quand même obligé d'aller parce que c'est le seul endroit où on peut redescendre pour aller prendre le train de retour. Pourquoi c'est bête? C'est des crétins qui n'ont rien compris, alors que les autres, je les soupçonne d'être seulement les autres. Tout simplement parce que les autres, je suis persuadé que ils ont voulu faire beau, ils ont voulu faire esthétique, en négligeant, en trahissant l'aspect technique. Et n'importe qui peut le voir. En effet, quand on arrive devant cette diagonale, on est surpris de voir qu'alors on a changé de matériau de construction, c'est des briques. On voit tout de suite que c'est des briques. Et puis 2 minutes après, on s'aperçoit, mais non, ce n'est pas des briques, c'est des planelles de salle de bain, et qui sont même couleur caramel. Alors des planelles couleur caramel, si au moins c'était le rouge brique, on pourrait dire, mais ça n'est pas des briques. Vous me direz, mais alors vous êtes un spécialiste, comment vous savez que ce n'est pas des briques? Je ne parle pas seulement de celles qui se sont décellées, qui sont tombées, comme dans les salles de bain. Bon, admettons qu'elles ne tombent pas. On voit tout de suite que ce n'est pas... Ça m'irrite. Quand je suis là-bas, je suis de mauvaise humeur. Hein. Je vais essayer de garder quand même mon esprit. Ce que les autres avaient fait dans cette admirable construction, c'est des structures portantes, c'est-à-dire des colonnes de métal qui sont admirablement bien agencées sur les poutrelles horizontales et qui font de temps en temps des arceaux en vitre pour protéger la verdure qui pousse là. Enfin, vous avez des structures métalliques intelligentes. Vous voyez très bien qu'elles sont fonctionnelles, c'est très bien. Quand vous arrivez dans la diagonale, ces imbéciles, ils ont aussi la poutrelle portante, mais ils se sont crus très malins de l'enrober. Donc, on voit très bien qu'elle est enrobée puisqu'elle ne va pas jusqu'en haut. Vous ne savez pas de quoi? De ce qu'ils font croire que c'est des briques caramel. Mais ce n'est pas des briques. Parce que vous ne pouvez pas faire un hexagone avec des briques. Vous les mettez où, vos briques? Donc, c'est des planelles. Quand vous avez cette forme-là, parce qu'elles sont cannelées, c'est cannelé, mais c'est pas grand, c'est grand comme ça. Hein. Donc, avec des caramels, évidemment, parce que des briques, vous ne pouvez pas, parce qu'elles se... Alors, à moins que vous les taillez, enfin, c'est idiot. Donc, vous voyez très bien, puis encore en pire, là, il y a des petites planelles pour faire comme le crayon. Donc, en haut, il y a des planelles comme ça. Et puis là, c'est cannelé avec ce qui devait nous donner l'impression que c'était des briques, puis qu'on voit très bien que c'est des planelles. Tout est à l'avenant, les proportions sont moches, le pavement est moche, il n'est pas beau. Ils ont voulu ajouter de l'esthétique, parce que ça a dû coûter des millions, non, des millions, enfin des centaines de milliers de francs, pour tous les
éléments porteurs enrobés de quelque chose qui ne sert à rien. Puis il nous le montre qu'ils ne servent à rien, puisqu'on voit qu'il y a la colonne dedans, qui est prise dans son fourreau de planel caramel. Alors là, on ne se sent pas intelligent. Hein. On sent qu'on s'est fait avoir. On dit, tout est la couleur. Bon, je ferme. Il ne faut pas s'énerver. Alors, voilà ce que c'est. Si on veut un bon exemple de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, allez vous promener dans cette admirable architecture qui est le bâtiment premier qu'on monte, du reste côté est, côté Lausanne, et vous avez une magnifique promenade qu'on peut faire avec des enfants un dimanche après-midi, j'imagine. Ils doivent se trouver à l'aise de courir dans toutes ces... De temps en temps, il y a des décrochements avec des auditoires en plein air, en encombellement, ou bien en marche. Il y a un mot qui me manque. Et puis vous avez des jardins super. Allez-y, et puis vous me direz ce que vous en pensez. Voilà ce que c'est que la bonne architecture. Elle est d'abord l'expression d'une technique, et puis elle est sensibilisée par les proportions. Maintenant, on va prendre quelques exemples. Si j'ai le temps, je vous montrerai encore en plus quelques perspectives sur la sculpture. 2-3 clichés sur la sculpture dont je n'ai pas le temps de parler. Mais ne confondons pas l'architecture avec la sculpture. Quand on est trop baroque, on met l'accent sur la forme indépendamment de la technique. Alors, dans le baroque, ça devient des structures qui ressemblent à des pièces montées, ça vient du décor. Vous avez des pilastres, des colonnes encastrées qui ne sont vides, alors qu'ils ne portent rien. Vous avez, bon, c'est la limite. Bon, ça se supporte parce qu'il y a une telle richesse. C'est beau, on ne peut pas dire que ce n'est pas beau. Mais c'est la limite. Alors évidemment, si vous ne maîtrisez pas cet art, vous tombez dans le baroque que vous avez ici à l'avenue de la Harpe, qui est une insulte à la collectivité humaine, hein, qu'on ait pu laisser faire une pareille saloperie. Je dis saloperie, parce que tout le monde la trouve belle, évidemment. Je pense que les gens trouvent ça admirable, parce que ça fait rococo, ça fait Californie, ça fait film américain, ou je ne sais pas quoi, reconstitution historique. C'est l'horreur. C'est une offense quand même à l'intelligence de montrer une architecture qui en est la caricature. Quand on fait un excès dans l'autre sens, on risque moins de se tromper. Vous risquez de faire, à la limite, une usine. Le centre Pompidou ne peut pas être laid. Ceux qui n'aiment pas le petit ascenseur qui est au pont Chaudron ne peuvent pas le trouver laid, parce que laid, ça ne l'est pas. Ils peuvent trouver qu'il n'est peut-être pas à sa place. On trouve des gens, parce qu'il n'y a pas que des inconditionnels. Hein. Mais si vous dites à quelqu'un, encore cette semaine, j'ai eu un témoignage négatif, mais j'ai dit, mais c'est pas que tu le trouves laid, parce que laid, ça ne l'est pas. C'est comme si quelqu'un ouvrait sa montre, et puis ce mouvement, il dit, est-ce que c'est laid? Je dis, ça n'est pas laid, c'est l'expression d'un mouvement, c'est le vrai. Mais alors il peut trouver que dans ce contexte-là, alors ça c'est son problème, on peut en discuter jusqu'à la fin du monde, hein, si c'était le parti pris, parce qu'on aurait pu faire une structure en béton, avec le truc intérieur, avec des proportions, on pouvait. Il faut faire très attention, l'architecture est très difficile à apprécier. C'est, à mon avis, le sommet de l'art. C'est pour ça que Paul Valéry, qui est peut-être un des hommes les plus intelligents de notre époque, a écrit « Eupalinos ou l'architecte ». Il a compris que c'était l'art des arts. Archaène, le premier, pas seulement le premier technicien, mais l'art qui canalise en tout cas tous les autres arts plastiques. La peinture, la sculpture, la musique, non, elle peut s'en passer encore que elle est un sacré coffret pour la belle musique quand elle fait attention à l'esthétique de l'acoustique, c'est-à-dire qu'elle fait en sorte que le son s'y propage bien. Je crois que c'est l'art le plus difficile. Alors évidemment, le plus difficile à apprécier. Ce que j'ai dit est peut-être maladroit, vous avez vos propres appréciations, mais je crois que ce que je vous ai dit est démontrable. Qu'il y a des erreurs architecturales, si même elles ont un effet esthétisant valable, c'est difficile à admettre, parce que c'est artificiel. Nous allons illustrer de quelques exemples. Alors, nous commençons comme d'habitude par ce qu'il ne faut pas faire. Ce n'est pas encore l'horreur de l'abomination, il y a pire.
dans l'église du Sacré-Cœur à Paris, où on a voulu faire la récapitulation de tous les styles, byzantin, gothique, roman, et même les minarets. Là, bon, c'est une pièce montée, on a l'impression d'un gâteau de baptême ou de mariage en crème fouettée, mais on voit très bien ce que n'est pas l'architecture, c'est-à-dire où le style devient lui-même le régulateur de la forme, et non pas inspiré par la technique. On applique des formes qu'on connaît, les demi-coupoles, les minarets, tout ça, avec des arcs en plein cintre et d'autres à l'intérieur qui sont en arc brisé. Le cliché suivant, alors, nous réconcilie avec ce qui nous reste, il faudra préciser, voilà, ce qui nous reste de l'admirable architecture grecque, qui est admirable d'abord parce que techniquement, alors on ne pouvait pas mentir. Les colonnes, il y en avait besoin, elles n'étaient pas là pour faire joli. Et puis elles avaient un chapiteau nécessaire parce que les linteaux, c'est-à-dire les pierres qui faisaient les frontons, n'étaient pas d'une dimension indéfinie. Donc il fallait les recevoir sur un élargissement de la colonne. Or moi je connais une église, Flensdico, je le dis en pleurant, en Suisse romande, dont les colonnes qui sont en béton armé ont un chapiteau en béton armé qui ne sert à rien. Au contraire, quand vous avez une colonne qui est en béton armé et qui sous-tend une architecture en voûte ou n'importe, vous devez au contraire l'amincir, parce que c'est là où il y a un certain petit jeu, mais pas le même qu'ici. Donc le chapiteau qu'on a décoré par la suite, il y a même tous les styles, c'est d'abord une question technique. C'était parce que les pierres travaillent par les tremblements de terre ou autres, il faut qu'elles aient une assise plus large, mais non pas en béton armé. Alors déjà rien que le rythme qu'on a ici, quand on imagine encore que peut-être le temple était plus large, une structure, un toit, avec là, alors, le premier charpentier qui faisait le toit. Le cliché suivant, vous avez un des petits temples grecs, toujours la même chose. Ce n'est pas l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, où on avait des colonnes devant un mur qui lui-même était porteur. Non, cette fois-ci, elles portent quelque chose, ces colonnes. Elles portent le linteau avec la frise, avec le toit qu'on peut restituer de l'œil, un adorable petit temple, peut-être à Jupiter, je crois qu'il est à Jupiter, avec le socle. Là, vous pouvez le réduire en bijoux, en or ou même en métal non précieux. Vous gardez l'élégance de cette petite construction. Ensuite, alors la merveille des merveilles, c'est-à-dire on n'a jamais pu faire mieux, parce qu'il y a les proportions de la règle d'or, c'est-à-dire un rectangle parfait. Pourquoi parfait? Parce qu'il est absolument réglé sur les proportions du corps humain. L'a-t-on fait de manière instinctive ou consciente? Je ne sais pas. Les historiens sont les seuls à pouvoir se prononcer. Je pense qu'on connaissait la règle d'or, mais est-ce qu'on l'a mis intentionnellement? Toujours est-il qu'on ne peut pas ne pas sentir qu'il y a une justesse entre la technique et l'art, il n'y a rien de superflu. Et vous imaginez ce temple lorsqu'il venait sortir, lorsqu'il était construit, avec son toit, avec son hieron à l'intérieur, resplendissant de blancheur. Du reste aussi, nos cathédrales, quand elles étaient blanches, quand elles n'étaient pas encore polluées par les fumées des maisons et plus tard des voitures, ça devait être quelque chose d'extraordinaire. Du reste, je crois que c'est Le Corbusier qui a écrit quand les cathédrales étaient blanches. Ensuite, voici alors le prototype même de l'église romane, c'est-à-dire vous avez le plein cintre. Vous voyez qu'on peut faire quand même quelque chose d'une certaine élégance et d'une certaine grandeur. Alors, incontestablement, les murs sont porteurs, puisqu'on a la voûte en plein cintre. Évidemment, elle est rythmée par des voussures intermédiaires, mais les colonnes sont en bas, elles vont monter, bien sûr, les parois, les pleins cintres de chaque côté. Mais vous avez, malgré tout, quelque chose d'extraordinairement généreux comme volume intérieur, avec le plein cintre, avec les murs porteurs. La suivante vous montre le passage au gothique, c'est-à-dire l'arc brisé que les gens croient être la découverte
d'un style. Mais non, ce n'est pas un style, c'est d'abord une nécessité. Alors, avec une possibilité de faire des verticales vertigineuses, c'est le cas de le dire, qui sont éclairées, on le voit du reste, pas artificiellement par les vitraux, puisque tous les murs sont libérés de la charge porteuse par rapport au cliché précédent. Ensuite, ça nous réfère au cours de la dernière fois où on avait vu alors les styles, où je vous avais dit qu'on appellera classique le style qui rationalise, qui fait endosser à la maison et à la nature les lois géométriques, les lois de l'intelligence en tant que géométrie. Et c'est assez extraordinaire ce qu'on est parvenu à faire. Vous imaginez aujourd'hui, les gens hurleraient de faire des atteintes à la nature. Et là, on osait aller jusqu'à l'horizon, c'est le cas de Versailles. Mais on est saisi. Peut-être que les contemporains ne la voyaient pas comme nous. Là, évidemment, on était au bord d'un hélicoptère. Mais ça n'y change rien. Il n'en reste pas moins vrai que du haut des tours et cet admirable portique d'entrée dans le château sur la rivière, c'est des choses absolument extraordinaires. Alors, c'est l'illustration du cours précédent sur le style rationnel. Ensuite, la même chose, un des plus beaux châteaux du monde, qui est, lui, c'est dommage qu'on ne voit pas alors le prolongement des jardins. Et il y a une générosité d'espace, de construction absolument fabuleuse. C'est Chambord, c'est un des plus beaux de la collection des châteaux de la Loire. Ensuite, voici la chapelle dont je vous ai parlé. Les clichés ne sont pas ceux que j'aurais choisis, mais je suis obligé de faire avec les armes du bord. Vous voyez le mur, je pense qu'on le verra mieux tout à l'heure, où vous avez l'orgue à lumière. Il est penché, puisqu'à la base, il a 2 mètres d'épaisseur, avec ces trous qui, à l'intérieur, vont en s'évasant comme des meurtrières, vous savez, comme dans les châteaux forts. Ensuite, ces pompes à lumière, c'est-à-dire elles reçoivent l'éclairage du matin, l'éclairage du midi, l'éclairage du soir, et la canalisent dans des chapelles latérales, et ça c'est la chapelle principale, l'autel principal. Vous aurez une autre vue, je crois, tout à l'heure. Oui, alors là on voit mieux ce qui est à voir. Vous avez on ne voit pas très bien, mais je vais essayer de faire un peu d'ombre. Cette petite colonne dont je vous ai parlé, qui porte, et on ne devrait pas le faire, parce qu'un voile de béton peut se tenir par lui-même, qui est enrobé d'un mur, parce que l'œil le demandait, c'était trop mi-clair, on avait l'impression d'une petite allumette sous un grand auvent en béton armé, décoffré, simplement décoffré. Alors il y avait un rapport de proportion qui était gênant. Alors, on a enrobé d'un mur, d'un paravent, tout simple. Ensuite, mais c'est vrai que l'ensemble est élégant. Alors voilà cet orgue à lumière. Si c'est déjà beau en photographie comme ça, vous imaginez dans la réalité, c'est prodigieux. Je me tue de le dire et je le maintiens. Mais ça me gêne de savoir que ces meurtrières à lumière, vous voyez l'entrée de la lumière et qui éclate dans cette espèce de bouche, ça a 2 mètres d'épaisseur. Alors on ne peut pas ne pas se poser, d'autant plus qu'en haut il y a un décrochement, puis on voit les poutrelles pour le toit. On ne peut pas ne pas se poser, de dire c'est très beau. Donc ce n'est pas de la lumière artificielle, c'est de la lumière naturelle. Mais Stéphane, ça tient comment? Alors, les horizontales de ces meurtrières, alors il y a des fils de fer, parce qu'elles sont tenues comment? On ne peut pas ne pas se le poser. L'architecte, l'esthète, celui qui veut apprécier l'architecture, ne peut pas faire taire en lui le technicien, puisque c'est art et technique. Alors là, on est à la limite du baroque. De la part de Corbusier, c'est étonnant, lui qui a défini la maison comme une machine à habiter, qui a donné des éléments d'une rationalité outrancière à l'architecture moderne. Quand il s'est trouvé devant chapelle complètement désemparé, alors c'est le lyrisme en lui qui a parlé. Et d'une manière géniale, mais est-ce qu'on est encore fidèle à ce que doit être l'architecture? Je connais alors des sous-produits de Corbusier, on ne devrait pas dire des sous-produits, parce qu'en fait ce sont des disciples qui ont fait des choses admirables, mais absolument admirables, d'une justesse, d'une liberté de forme totale,
Si vous avez un dimanche après-midi que vous ne savez pas très bien que faire, allez voir la petite chapelle de Grange-Marnant. C'est sur la route Lausanne-Moudon-Luçon-Payerne. Mais si vous prenez la route principale, à un moment donné, vous arrivez à un carrefour à Marnant ou à Grange. Et à 1 kilomètre, en retrait, vous avez une petite chapelle qui est inspirée par, non pas inspirée par Corbusier, qui a compris ce qu'on pouvait faire à partir de ces libérations de Corbusier. Mais alors là, je n'ai jamais rencontré quiconque qui ne soit pas en accord avec ce petit bijou qu'est cette chapelle. C'est absolument prodigieux. C'est peut-être moins génial que cette chapelle de Corbusier, dont on apprécie encore une fois l'orgue de lumière, mais regardez, vous avez le décrochement du toit. Évidemment, on ne pouvait pas faire porter une voûte en béton sur... Ça aurait fait des fentes, hein, parce que ça travaille le béton. Alors, quand vous avez ça, et qu'en bas, vous avez un mur de 2 mètres, à moins que vous ne vouliez pas avoir, vous vous dites, mais alors, il sert à quoi, ce mur? Il protège du vent, bien sûr, mais c'est un peu beaucoup. Alors, c'est fait pour faire l'orgue à lumière, d'accord, c'est très beau, mais ça tient comment? Vous voyez, parce que c'est décroché en haut. Tout architecte bien né se pose d'abord la question de la technique. Voilà, de nouveau, les bouches à lumière, les couleurs, on peut en discuter des goûts et des couleurs, mais le principe est assez étonnant de faire venir la lumière, pas directement par une vitrière, il n'y a pas de vitraux, si vous voulez. C'est quelque chose qui va pomper le soleil levant et qui l'amène dans la petite chapelle. Et vous avouez que c'est des effets grotesques au sens étymologique, alors, hein, c'est saisissant, c'est une beauté folle. Les 2 derniers clichés, c'est tout ce que j'avais pour illustrer ce retour à la nature, c'est-à-dire l'homme, rappelez-vous le château tout à l'heure, où on domestiquait la nature, c'est-à-dire on la rendait domus, semblable à la maison. Là, c'est le contraire. On est aux premières loges de la liturgie naturelle, c'est-à-dire on est sur un rocher face à la mer, comme des oiseaux ou des abeilles qui construiraient leur nid ou leur ruche. Et c'est une inspiration totalement nouvelle. Jamais un homme de la Renaissance aurait pu comprendre ce qu'on fichait là. Parce que la nature, d'abord, l'avait mal comprise. Si on ne la domestiquait pas, elle faisait peur. Mais loger, soit pour les vacances, soit tout le temps, en première loge des liturgies de la nature, c'est prodigieux. Le cliché suivant aussi donne une vague idée de ce qu'a été, ce que sera, parmi des milliers d'autres, l'architecture moderne qui s'inspire de nouveau des alvéoles, des formes naturelles pour être en communion avec la nature. Maintenant, je vais demander à Jean-Marc de nous couper 2 minutes. Je crois que c'est la dernière. On avait commencé tout à l'heure avec ce que n'était pas l'architecture. La fois précédente, on a commencé avec ce que n'est pas la peinture. Mais je crois que vous avez compris que c'est aberrant. C'est de la photographie en pierre, si vous voulez, qu'un gars se soit mis à l'œuvre devant un bloc de marbre pour sculpter ces 2 gosses enfouis dans un fauteuil avec un réalisme imbécile qui ne représente rien parce que ça fait cadavre. On se dit mais il vaut mieux les faire en vrai. D'abord c'est agréable à faire, paraît-il, et puis d'autre part c'est quand même plus vivant. Avoir ça dans son salon, imaginez. Ça irait peut-être au cimetière parce que justement ils ont l'air morts. Au cimetière on voit de la sculpture comme ça, mais ça va parce qu'on est dans le palais des morts. Le suivant n'est pas beaucoup mieux. C'est le style saint-doux, on appelle ça, c'est-à-dire des Christ pédérastes, c'est-à-dire qu'ils ont un air guimauve. Ça a dû beaucoup éloigner de la vraie religion, en esprit et en vérité, pas mal de bonnes âmes, parce que leur présenter le Christ dans cette espèce, disons, de fadeur, de sculpture en margarine, c'est répugnant, c'est abominable. Alors passons vite au suivant, c'est quand même mieux. C'est la même chose, c'est une tête humaine. Il faudrait préciser, c'est une tête. Mais ce n'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut regarder simplement la jubilation qu'il y a à faire ces volutes, exactement comme on aurait fait des variations de musique. La sculpture, elle est plus parlante encore, dans le plaisir qui est pris à faire se tournoyer ces formes qui s'enchevêtrent et qui sont d'une élégance étonnante. Hein. C'est formidable, si on les détaille. Hein. C'est partout. Alors, ça, c'est intelligent. Évidemment, le profil est
très stylisé, c'est-à-dire qu'il n'est pas trop réaliste par rapport au précédent, qui donne l'impression de Noubaï au Corneille. Et puis, cette luminosité qui vient pas seulement du photographe, qui vient du matériau bien compris. Voilà ce que c'est de la bonne... C'est éternel, ça passera toutes les modes. Hein. Ensuite, j'ai pris à l'opposé un style très campagnard, très simple, très humble, mais très vrai. C'est-à-dire il y a quelque chose de marin, si vous voulez, la manière dont le gosse se déhanche par rapport à sa mère, à la Vierge, probablement dans un style un tout petit peu inspiré de Larnègre, comme on a fait à toute une époque avec Picasso. Peu importe, je ne veux pas le savoir. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est le côté rigolo, le côté ludique, le côté joyeux de cette maternité, qui pourrait être païenne, qui pourrait être chrétienne, peu importe. Mais on sent quelque chose de vrai. Ça, on aimerait avoir chez soi. Parce que c'est vivant. On a l'impression qu'il y a quelque chose dans les rythmes qui est exprimé. Ensuite, il faut le faire revenir un tout petit peu parce qu'il est écrasé là-bas. Il est bien sombre, je trouve. Il n'y a pas un accident de... Je ne sais pas si vous voyez, mais alors là, on n'a pas beaucoup je trouve extraordinaire, à l'époque baroque, un personnage, probablement un évêque ou un cardinal, mais ce qui est beau, c'est ce flux, parce qu'il est en métal, c'est un reliquaire, je crois, qui est en argent. Alors regardez le bonheur que l'artiste a pris, comme tout à l'heure on le disait pour la chevelure du grec. Voilà, le baroque bien compris. En sculpture, on peut le faire, c'est pas de l'architecture, alors c'est le bonheur de la forme pour elle-même. Alors regardez aussi l'ingéniosité de ses plis. On pourrait s'en contenter, à quel point il a dû avoir du plaisir à faire tourner son métal pour lui donner cette vie, cette somptueuse. C'est peut-être pas très grand, mais ça a quelque chose de la beauté d'une cascade stylisée. Et ça, c'est de la vraie sculpture, d'un style particulier. Voilà deux visages aussi que je trouve extraordinaires de densité. Ce n'est pas tellement l'expression psychologique, encore qu'elle est très simple, mais la beauté du matériau. On sent le bronze ou le métal dont il est fait. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Lorsque la sculpture s'abstrait de son support matériel, elle devient, comme le nom l'indique, abstraite donc. Mais lorsque, en plus de la forme, de l'intensité de l'expression, on a cette vie du métal lui-même, des petites écorchures qui sont venues probablement au moment du coulage ou qui sont faites au moment du moulage, lorsqu'on a fait l'original. Et ça, c'est toute la valeur d'une sculpture, d'une intensité pareille. Ensuite, ça c'est Braque. Il est donc un peintre, mais en même temps, il faisait de temps en temps un peu de sculpture. Et il est justement dans ces liturgies de la nature dont je parlais tout à l'heure. Avant, on prenait un matériau noble, l'or, l'argent, et maintenant on va chercher les matériaux non nobles. Il va ramasser des cailloux, mais il va en faire quelque chose. C'est pas suffisant d'amener un beau caillou, certains sont, mais c'est pas de l'art alors. Alors, c'est par respect pour cet homme qui est un des champions. Bach et Bach, pour moi, ils sont pas seulement homophones, mais très semblables au point de vue de l'art, un en peinture, l'autre en musique. Et le cliché suivant, c'est pas l'exemple prototypique, mais étant donné qu'il s'agit de Braque et d'une de ses recherches, je trouve que c'était intéressant à voir. Ça restera peut-être pas comme étant la sculpture du siècle, mais c'est tout un esprit, c'est-à-dire de faire le moins d'intrusion possible dans les matériaux naturels, un tout petit peu, malgré tout, pour faire une sorte de vase de construction abstraite et qui a sa propre vie. Le cliché suivant, c'est la naissance d'une statue. On a l'impression que, du reste c'est un tout grand sculpteur qui s'appelle Henry Moore, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est un sculpteur anglais. Ça mérite d'être signalé parce que si je vous demandais quels sont les peintres modernes anglais, après Turner, on ne voit plus tellement, hein, et les sculpteurs, eh bien, il y a Henry Moore. Et il a fait des choses extraordinaires, c'est vrai.
souvent très abstraite. Mais là, on lui a demandé une Vierge et l'enfant. Alors, on va assister en 4 ou 5 phases à la naissance de cette statue. Ça s'est passé évidemment en plusieurs jours, plusieurs semaines ou même plusieurs mois, où on va voir se dégager le sujet. Alors, la première ébauche, évidemment, à partir d'une maquette, on voit déjà la mère, on voit où sera l'enfant. Suivant. L'étape suivante, l'enfant est dégagé. On voit le geste de la mère. On voit déjà les pieds de l'enfant. Vous les verrez mieux tout à l'heure. Suivant. Le geste de la mère sur l'épaule de l'enfant. Les pieds avec les plis de la robe de la mère sont déjà esquissés. Le pied de l'enfant se dégage. La main est évidemment un peu trop lourde, mais regardez déjà l'élégance de ce petit pied. Ensuite, c'est à cette étape que moi, je me serais arrêté. Parce que je trouve que c'est parfait. C'est-à-dire, il y a dans les petits rythmes déséquilibrés des pieds de l'enfant, dans les rythmes que crée la maman, la mère, les plis qui ne sont pas trop mis en valeur, le siège sur lequel. Regardez l'ensemble, à quel point on a quelque chose qui est parfaitement harmonieux, un peu abstrait comme doit être toujours l'art. Mais il a été à l'étape suivante, et pour moi, il ne fallait pas. On rejoint un réalisme. Peut-être pour les fidèles, c'était mieux alors de dessiner peut-être une petite décoration de broderie, de faire l'épaule, les pieds sont devenus... On va repasser le précédent. Regardez bien les pieds. Il n'y avait pas besoin de mettre les doigts. On peut les mettre. Mais là, ce n'était pas nécessaire. Reviens au précédent. Vous verrez comme ils sont plus expressifs lorsqu'ils sont cubistes, si vous voulez. Ils ont leur forme. Ça, c'est du cubisme bien compris. C'est-à-dire... Il n'y a pas besoin d'aller au réalisme photographique. Ça suggérait le vêtement, ça suffisait. Et vous aviez une expression plastique pleine, vraiment dominée. Le cliché, alors terminé, qui s'affadit. Ça devient évidemment plus compréhensible, les gens s'y reconnaîtront mieux, il y a tous les doigts, il y a tous les doigts de pied, il y a tout ce qu'on veut. C'est presque dommage. Enfin, ça c'est personnel. Hein. Ensuite, c'est saint Thomas. Je voulais quand même l'associer à notre effort. Le sculpteur qui a fait cette admirable sculpture, d'une densité, d'une intériorité, avec cette petite cathédrale de ses doigts, parce qu'il méditait ad primum sic responditur, à la première objection, à la deuxième, à la troisième, à la quatrième, qui est symbolisée par ça, et puis cette tête, pas trop réaliste, qui reste très sobre. Et figurez-vous que le sculpteur, c'est une statue qui a à peu près 2 mètres de haut, n'a pas trouvé les fonds pour la couler en bronze et il a dû la détruire et n'existe plus. C'est un scandale que personne n'ait eu l'idée de faire une souscription nationale ou internationale pour couler, que ce soit saint Thomas ou n'importe qui. Hein. Mais regardez la beauté de cette ligne, de ce petit motif-là. C'est extraordinaire. Eh bien, elle n'existe plus. Elle n'existe qu'en photographie. Et en bronze, elle aurait été encore plus belle. Je voulais finir par vous dire qu'il existe aussi un art photographique. On a été un petit peu sévère parce qu'à un moment donné, on l'a shooté, on l'a renvoyé quand la peinture s'est libérée de la photographie. Au départ, la peinture avait une fonction photographique. Et quand la photographie est arrivée, que la peinture a pu ne plus avoir cette fonction, on a eu l'impression qu'alors la photographie, vous allez chez les journalistes, vous allez chez les photographes de mode ou bien chez les photographes de mariage ou de baptême, et puis vous vous débrouillez comme on... Non, il existe une photographie d'art. La preuve, c'est qu'on a un musée ici dont il faudrait faire l'analyse complète. Elle dépasse un peu mes compétences parce que je n'ai pas assez de références. Mais je dirais 2 choses. Quand y a-t-il une photographie d'art? Il y a une photographie, il y a des prix de photographes, il y en a eu dernièrement du reste, de sportifs ou d'actualité où on voit des scènes extraordinaires, ou la fameuse où on a un des
soldat de la guerre d'Espagne qui était en train de mourir comme ça, il est de Capa ou d'un photographe très célèbre. C'est prodigieux, mais ce n'est pas une photographie d'art, ça. C'est un art extraordinaire, si vous voulez, au sens d'un art où on dit l'art du tonnelier ou l'art du chaudronnier. C'est un art technique alors. Mais quand y a-t-il photographie d'art? Eh bien, je dirais, que la photographie ne doit et ne peut pas être non figurative. Et pourtant, on l'a fait. Moi, j'ai vu des photographies qui essayent de faire comme la peinture, c'est-à-dire alors uniquement des amalgames de couleurs pris à partir d'une écorce d'arbre grossie 1000 fois. On ne voit vraiment pas ce que c'est. Je dis non, ça, je ne crois pas que ce soit le rôle de la photographie. Il faut lui garder sa vocation première. C'est un peu comme la peinture qui n'a pas à suggérer la sculpture, à donner l'impression qu'on pourrait mettre les mains, comme j'ai chez moi un truc en formage en plastique, et de loin on ne sait pas si c'est en relief ou pas. Je dis, ce n'est pas le rôle de la peinture, c'est du trompe-l'œil. Alors je pense que la peinture, puis d'autre part, lorsqu'elle a ce que la peinture ni la sculpture ne peuvent faire, une sorte d'instantané. Et ça, vous ne pourrez pas, vous ne pouvez pas faire cet instantané, vous pouvez faire la sculpture, mais alors vous devez la mettre tous les matins au soleil, et puis la regarder pendant 5 minutes, parce qu'après le soleil va tourner. Il y a ce côté-là, et c'est une très grande beauté. Ça, c'est une photographie d'art. Il y a le cadrage, la lumière, il y a quelque chose qui fait qu'on est au-delà de la technique. Donc, je voulais réhabiliter la peinture, la photographie qu'on avait un tout petit peu renvoyée à son rôle d'Anquila artis, c'est-à-dire la servante de la peinture. De même, cette photographie, qui est tout autre chose, on pourrait penser presque que c'est un lavis, c'est-à-dire une peinture. Mais non, c'est beau que parce que justement c'est une photographie d'art, parce qu'au moment, il fallait se trouver, au moment où ces filets de pêche, avec leurs petits crochets, avec tout, faisaient dans le ciel, on est à la limite du non figuratif. Parce qu'il y a un miracle des grisailles sur le ciel, sur la superposition des filets de pêche avec les verticales. Alors là, c'est un moment de bonheur extraordinaire. J'aimerais bien avoir l'original, parce que mon cliché est très déficient pour différentes raisons. Mais vous imaginez la beauté. Et ensuite, je voulais terminer mon cours d'esthétique, puisque nous avons fini avec l'esthétique plastique, on a encore la littérature, en vous remettant sous les yeux un des 10 plus beaux tableaux du monde de mon musée imaginaire. Alors, ce que j'aimerais, et ce que je vous propose, si c'était possible, de faire un peu l'inventaire des plus beaux tableaux du monde, sélection un peu subjective, mais que je pourrais malgré tout, puisqu'on reste dans un climat très philosophique, vous en monnayer et vous en justifier les qualités.